les amis, vidéo numéro 66 sur l'actualité militaire en Ukraine et au Proche-Orient. Au Proche-Orient, l'émotion gouverne tout. Il y a énormément de passions qui se déploient. C'est très difficile d'aborder sereinement, calmement ces questions. Donc merci à Hervé Carrez de le faire ainsi. Il y a quelque chose qui est terrible, hein, c'est tout ce spectacle, parce que le spectacle, on le trouve sur les différents réseaux, le spectacle du massacre des populations civiles de la bande de Gaza, et en particulier des enfants. Je vais passer, à la fin de ma petite intervention là, je vais passer une petite vidéo sur des fillettes dont j'espère vraiment qu'elles vont pouvoir retrouver le plus rapidement possible une vie normale et qu'elles auront un avenir. Mais pour cela, il va falloir que les hommes arrêtent d'être complètement fous. Je tenais aussi à faire une observation. J'ai remarqué que depuis que nous avons décidé d'élargir le propos au-delà de la guerre en Ukraine vers celle du Proche-Orient, eh bien, l'algorithme de YouTube nous fait des misères. Il y a une régression incontestable de la fréquentation, ce qui est curieux d'ailleurs, hein, parce que les abonnements continuent de progresser à un rythme tout à fait normal et la diffusion régresse. Bon, je pense, mais je me suis renseigné, j'ai des gens qui m'ont un petit peu donné des indications. Je crois que nous sommes victimes de ce shadow banning, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, que ces grands médias américains décident d'infliger à ceux qui ne sont pas dans les clous de l'Empire. Bien, alors, en contrepartie, écoutez, je vous demande vraiment instamment de contrer ça par vos partages, par vos pouces levés, par vos abonnements évidemment, parce que c'est pas seulement pour être informé de nos publications immédiatement, c'est aussi pour forcer le système à nous diffuser d'une façon plus importante et en tout cas d'arrêter le blocage dont nous sommes l'objet. J'ai renoncé à Facebook qui est devenu quelque chose de lugubre, c'est-à-dire que on vous bombarde de pubs et si vous n'êtes pas dans les clous de l'Empire, eh bien on vous shadowban, hein, c'est comme ça qu'on dit, je crois, ce qui fait que vos implications sont divisées par 10. C'est ce qui m'est arrivé. Donc bon, je suis très présent sur Twitter, je vais m'organiser aussi sur Telegram, mais Twitter est un média qui pour l'instant est protégé par Elon Musk, quoi qu'on pense de celui-ci, et je crois que c'est le média utile en ce moment. Donc je vais essayer de diffuser aussi les vidéos par celui-ci, mais pour renvoyer à YouTube. Hein, parce que effectivement, aller sur Rumble, ça sert à rien puisque c'est interdit en France et personne ne va spécialement pour nous écouter souscrire un VPN. Odyssey n'a pas le niveau de performance de YouTube, le niveau de diffusion non plus. Donc je reste sur YouTube, nous restons sur YouTube parce que je pense que c'est un média précieux. Le problème, c'est qu'il est gouverné par un système américain qui censure. Donc je compte sur vous, appuyez-nous, donnez-nous les moyens de poursuivre le travail de réinformation que nous faisons. Soutien moral, soutien technique, soutien matériel, il y a toujours évidemment la cagnotte, mais ça je vous dis à chaque fois, je vous en reparlerai, mais si on progresse, ne vous inquiétez pas, il y aura pas mal d'innovations qui vont se produire. La semaine prochaine, ça ce sera classique, mais on aura un entretien avec une diplomate qui devait avoir lieu cette semaine. Nous allons parler du Proche-Orient et il a été reporté pour des raisons de fond d'ailleurs, hein, de contenu, il a été reporté à la semaine prochaine. Bon, eh bien écoutez, bonne vidéo et puis je veux dire un petit clin d'œil à ces deux petites filles palestiniennes en leur souhaitant un meilleur avenir que leur présent actuel. تعال 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 كيف حالك؟ مين هذه؟ شام شام؟ يا حبيبتي يا شام مالها شام؟
من تحت الردم طلعوها. من تحت الركام؟ من قصف بيتكم؟ وين؟ قنيص. وهالقد ايش بتعملي في المستشفى؟ نايمين. طب ايش انت نفسك يا عمو هالقد؟ نفسي نرجع لبيوتنا بس لكن بيوتنا تدمرت. ما عندكم بيت صح؟ ورح تضلوا بالمستشفى؟ لا بس تخلص الحال حنسافر. يا حبيبتي عشان صار قصف على بيتكم بدك تسافري؟ كيف حالك يا شام؟ ما شاء الله شطورة زي القمر بدك تصيري. بتحبيني؟ يلا هاتي بوسة هاتي بوسة. يلا بوسة. شطورة. يلا بوسيها. ايوه عيني يا عيني يا عيني يا عيني. شطورة يا عمي. طلع فيا يلا اعملي باي. ما في باي؟ شطورة. يلا خلاص سيبيها براحتها. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just to trick me, trick me, trick me, trick me. 'Cause baby girl, you are so easy to be. The only reason that I can do tonight is 'cause I know you were invited. The only reason that this place is contained is 'cause I thought that you were like. Bonjour Hervé, merci Bonjour. d'être là. On va donc procéder à l'enregistrement de la vidéo numéro 66 déjà, qui s'est élargie du conflit ukrainien au conflit au Proche-Orient. Je te passe la parole tout de suite. On débattra peut-être de certaines questions au fur et à mesure. Je pense sur notre rubrique préférée qui est « Quid de la désinformation ?» Bon, Et vas-y. de l'information. Bon, bonjour à tous. Oui. Donc, comme d'habitude, trois parties. Une première sur le conflit en Palestine, deuxième sur le conflit en Ukraine et une troisième sur la partie information et désinformation. Donc, tout ce que l'on peut trouver dans les médias, que ce soit les médias professionnels ou les médias en ligne, avec des choses quand même qui sont très intéressantes. Donc, je vais partager mon écran. Donc, nous allons commencer par le conflit en Palestine avec des événements majeurs qui se sont quand même déroulés cette semaine, notamment les premières libérations d'otages avec un cessez-le-feu qui a été accordé de mémoire sur 5 jours à partir d'hier, à partir de la libération des premiers otages. Et bien sûr, le but étant de libérer une cinquantaine d'otages. On verra si le processus arrive à son terme, mais je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas à son terme. On va commencer d'abord par regarder l'ensemble du paysage des acteurs qui sont à l'œuvre dans ce conflit. Eh bien, on voit que, comme on l'avait presque prédit la semaine dernière, puisqu'on avait commencé à reparler des otages, puisque les otages étaient un sujet qui était un petit peu mis en retrait par rapport à la stratégie militaire israélienne, mais également à la stratégie politique israélienne. Les otages sont revenus au devant de la scène par le biais d'un acteur qui demeure majeur dans cette négociation, c'est bien sûr le Qatar. Donc un Qatar qui a été assez opérant du fait de ses liaisons avec les groupes armés palestiniens et notamment le Hamas. Donc si on regarde les états finaux recherchés par chacun de ces acteurs indirects ou éloignés de ce conflit, on voit que la libération des otages, qui était un élément qui était dans le rouge, passe dans l'orange. Alors attention, quand je dis qu'il passe dans l'orange, je n'ai pas regardé encore entre guillemets, le pédigré des otages qui sont libérés, mais il me semble qu'il y a très très peu de binationaux et que le choix s'est porté sur des otages qui étaient fragiles sur le plan sanitaire ou de leur santé, donc des personnes âgées, des familles monoparentales avec des enfants, et donc beaucoup d'enfants, des femmes et des personnes âgées, ou des personnes qui ont des problèmes de santé. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'aspect géopolitique et géostratégique du conflit, notamment de la problématique des mers qui bordent l'État d'Israël et la Palestine, comme on l'a dit la semaine dernière, il y a deux forces aéronavales américaines qui se trouvent actuellement, une en Méditerranée, l'autre dans le golfe d'Oman, et une force amphibie qui se trouve en mer Rouge. Le but étant bien sûr de contrôler au maximum les acteurs éventuels qui pourraient s'engager dans ce conflit. Donc le Hezbollah en Méditerranée, l'Iran
pour ce qui concerne le golfe Persique et la partie proche de la mer Rouge, et tous les courants qui sont proches de l'Iran, mais qui sont quand même agissants. Et puisque, comme on a pu le remarquer la semaine dernière, il y a un bateau qui a été arraisonné par les rebelles Houthis, hein, un bateau qui était armé par une entreprise israélienne, mais dont le pavillon, me semble, n'était pas israélien. Donc, un coup quand même assez médiatique, mais qui montre que les Houthis ont des capacités d'action sur le trafic en mer Rouge. Et je le rappelle, le trafic en mer Rouge est devenu un axe vital pour l'économie israélienne, puisque les deux ports majeurs qui se trouvent sur la Méditerranée, Haïfa et Ashdod, de mémoire, oui, c'est ça, ouais, de l'État d'Israël, sont quasiment fermés. Donc, cet axe de la mer Rouge par le port d'Eilat, hein, en mer Rouge, est devenu un axe fondamental pour l'économie israélienne. Concernant les forces aéronavales françaises, puisque nous avons des forces aéronavales et nous sommes le seul pays à être présent dans le cadre de cette crise en Méditerranée, avec 2 porte-hélicoptères, le Dixmude et le Tonnerre, et leurs 2 frégates d'accompagnement. Aux dernières nouvelles, le Dixmude serait en route ou serait peut-être déjà hacké en Égypte, de manière à pouvoir assurer un soutien sanitaire à des personnes gravement blessées, exfiltrées de la bande de Gaza. Alors, comme je vous en ai parlé, il y a cette image fondamentale et très intéressante de cet assaut héliporté par les rebelles Houthis sur ce porte-container. Ils pensaient au départ que c'était un porte-container sous pavillon israélien, mais ce n'était pas le cas. L'armateur est israélien, mais ni l'équipage, ni le pavillon de complaisance. En tout cas, ça montre quand même des capacités d'action qui sont quand même importantes, hein, et un entraînement du type force spéciale. Donc, des forces opérationnelles qui ont des capacités d'action qui ne sont pas négligeables et qui pourraient fragiliser cet axe logistique fondamental pour Israël. Alors, les Américains sont quand même présents en mer Rouge, mais en tous les cas, vous voyez que là, ils n'ont pas été opérants. Donc, une opération vraiment type force spéciale, hein. On est loin des images qu'on pourrait avoir de va-nu-pieds non entraînés. Alors, je m'interroge, Hervé, sur le fait que ces vidéos-là ou cette vidéo-là ont peut-être été réalisées après, hein, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, on filmait, et la première aussi d'ailleurs, hein, on reconstituait la fameuse rencontre entre la pince nord et la pince sud à Stalingrad, où on voit des gars qui courent et qui se jettent dans les bras, dans la neige, dans les bras les uns des autres. C'était une reconstitution. La jonction s'était faite la nuit, hein, pas de chance, vous ne pouvez pas filmer. Donc là, ils en ont fait des tonnes, il y en a eu après, etc. C'était une façon un petit peu d'humilier aussi. Hein, oui, bien sûr. Hein, c'est vraiment une opération de communication, mais c'est vrai que ça crée une insécurité problématique. Bien sûr. En tout cas, un axe logistique maritime qui est à portée d'action de ces rebelles. Alors, comme je vous l'ai dit, la libération des premiers otages, hein, donc des 13 otages qui ont été libérés avec un accord de cessez-le-feu qui doit, de mémoire, courir sur 4 jours, il me semble, ou 5 jours. Hein, avec donc cessez-le-feu, ça veut dire que de part et d'autre, il n'y aura plus d'action militaire, hein, que ce soit ou des tirs de roquettes côté Hamas, même si le niveau de tir avait largement baissé, ou alors des bombardements ou des actions militaires terrestres de la part des Israéliens. Donc, le but étant de libérer une 50aine d'otages en l'échange de Palestiniens qui ont également été choisis, hein, dans le cadre des négociations. En général, ce sont des enfants qui avaient été arrêtés ou des adolescents parce qu'ils avaient agressé, notamment en Cisjordanie, les forces israéliennes en lançant des pierres ou d'autres types d'agressions de ce type-là, mais ils étaient en prison. Ce qui quand même permet d'avoir une idée quand même du niveau de répression qui peut exister quand même en Cisjordanie.
hein. Si on se réfère à notre niveau de juridiction concernant les personnes qui ne sont pas adultes dans le droit français, on voit très bien qu'on est quand même sur des applications particulières du droit israélien, des situations d'exception d'ailleurs, hein, et puis également des femmes qui avaient été emprisonnées. Donc on est sur ce type de libération, et donc globalement c'est un otage israélien pour 3 otages palestiniens. Alors, un grand débat qui ressort quand même de temps en temps sur le niveau des destructions de la bande de Gaza, puisqu'il y a encore des personnes qui se posent la question sur le niveau de frappe ciblée ou non de la part de Tsahal. Ben non, il y a eu peut-être des frappes ciblées, mais on est surtout face à un système pratiquement de tapis de bombe, hein. Il suffit de regarder le niveau des destructions sur Gaza Nord, dont la ville de Gaza, on est à plus de 50%, et ce sont des sources qui viennent de The Economist, hein. Et ensuite, on voit très bien que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le niveau de frappe diminue dès qu'on s'approche progressivement de la frontière égyptienne. Alors, c'est lié tout simplement au fait que l'effort des forces israéliennes a porté d'abord sur la ville de Gaza, donc on est sur cet effort-là. Mais comme on l'avait dit dès le 15 octobre avec Régis, à l'époque où tout le monde se posait la question s'il allait y avoir une opération terrestre, bien sûr, il y a eu cette opération terrestre, et cette opération terrestre, sauf veto des Américains, ce qui pourrait arriver, hein, on ne sait jamais, devrait se terminer à la frontière égyptienne, avec les conséquences humanitaires que l'on peut imaginer, puisqu'il y aura pratiquement à ce moment-là 2 millions de personnes qui se trouveront entre Khan Younis et Rafah. Alors, très intéressant cette semaine, je ne sais pas si les personnes qui nous suivent Édouard Husson, qui intervient avec Éric Verhaeghe. Éric Verhaeghe sur la chaîne, c'est... j'ai oublié le nom de la chaîne. Le courrier des stratèges. Voilà, le courrier des stratèges, voilà. Et d'ailleurs, toutes les semaines, ils font une petite vidéo en général sur la politique internationale, et puis notamment sur la guerre en Ukraine. Donc, un tweet qui est assez intéressant quand même d'Éric Verhaeghe, hein, puisque il rappelle quand même l'état de destruction et de souffrance de la population palestinienne sur la bande de Gaza, et surtout le niveau de mort. On est à 15 000 morts. Alors certains disent 12 000. En tout cas, on est sur, pour on va dire un peu plus d'un mois de conflit, un niveau de létalité du conflit qui est quand même très très important si on compare avec le conflit, par exemple, en Ukraine. D'ailleurs, c'est là où on voit. C'est là où on voit. C'est très intéressant parce que ce que dit Édouard Husson, on aurait pu tout à fait éviter ça. Pour la libération des otages, on aurait pu, c'est peut-être pas si simple, mais ça renvoie, et on en parle beaucoup en ce moment, on va peut-être en parler tout à l'heure à propos de l'Ukraine, hein, y a une photo où on voit Boris Johnson et Zelensky sur le fait qu'on aurait tout à fait pu éviter la guerre russo-ukrainienne, ou en tout cas la faire se terminer très rapidement, si on avait accepté la négociation. Enfin, la négociation avait eu lieu et le traité était quasiment signé. L'Ukraine ne retrouvera jamais les propositions que les Russes avaient faites. Jamais. C'est terminé, ça. Donc, et au prix de 500 000 tués. Bon, donc c'est un peu pareil, quoi. On se dit, mais jusqu'où va l'acharnement, le fait de refuser les compromis quand ils sont nécessaires. En général, ce sont des choix à très courte vue, hein. Je ne sais pas si on jugera un jour Boris Johnson, mais il le mériterait. Alors, je ne parle même pas de Netanyahou, lui, c'est garanti qu'il sera jugé. En tous les cas, je ne sais pas comment va se comporter la communauté internationale et comment l'armée israélienne et Israël va se coordonner maintenant pour assurer le soutien humanitaire des Gazaouis qui vont se retrouver coincés au sud de la bande de Gaza, parce qu'il va y avoir très très rapidement un problème sanitaire avec bien sûr l'accompagnement de cette population sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'accès à une eau potable, sur le plan de la gestion sanitaire pour éviter les épidémies, hein, notamment le choléra, parce que imaginons une épidémie de choléra dans le sud de la bande de Gaza, ça serait terrible, hein.
Donc, je pense que ça va être inévitable, cette coordination dont on parle depuis plus d'un mois sur cette bande de Gaza entre les forces israéliennes, Israël, la communauté internationale et peut-être, imaginons, on peut rêver, une émergence enfin du Fatah qui est complètement absent de cette situation. Alors, en parlant du Fatah, j'ai vu, alors avec du retard, une vidéo intéressante de Leila Chaïd. Alors, je ne sais pas si tu la connais. Oui, oui, je l'ai Voilà, connu c'était la il y a représentante, longtemps, hein. C'était oui, il y la a une bonne représentante, vingtaine d'années, hein. voilà, la représentante pendant très longtemps auprès de l'Union européenne de l'OLP, hein, du territoire palestinien, de la Palestine, et qui a fait une intervention qui était intéressante sur le plateau de Darius Rojma, et rappelant tous les faits historiques qui étaient antérieurs à cette attaque terroriste du 7 octobre et pourquoi le Hamas existait. Et elle explique très bien que s'il n'y avait pas de conflit territorial et que la dynamique d'Oslo avait été poursuivie, tous ces groupes militaires et paramilitaires n'auraient probablement jamais existé. À ce propos, il y a une chose, alors ça sera vérifié la semaine prochaine, puisque j'aurai une interview d'une diplomate, haut fonctionnaire de l'ONU, dans sa carrière a été haut fonctionnaire de l'ONU, sur le fait qu'on dit beaucoup que le Hamas a gagné les élections à Gaza en 2006 ou 2007, je ne me rappelle plus, mais on me rappelait qu'il les avait gagnés également dans les autres parties sous l'autorité palestinienne. Alors après, ils n'ont plus refait d'élections à Gaza, ça c'est clair, mais ils avaient gagné aussi dans les autres parties qui étaient, entre guillemets, contrôlées par l'autorité palestinienne. Ça, je l'ignorais. Ce qui prouve bien qu'ils avaient pris une place politique très importante du fait de la défaillance des autorités palestiniennes précédentes et celles du Fatah et de l'OLP. Oui, ben en fait, le Fatah et l'OLP, pour le Palestinien de base, passe pour être un régime de collaboration avec Ah les. oui. Donc, c'est toute proportion gardée, c'est un peu le régime de Vichy pour eux. Et donc, quels que soient on va dire les soutènements, les racines idéologiques du Hamas qui sont profondément islamistes et liées aux frères musulmans, même des Palestiniens laïcs ou même chrétiens peuvent très bien se désolidariser du Fatah. Alors, quand même, il y a énormément de mouvements à l'international qui montrent qu'on est en train de basculer vers autre chose, ce fameux monde multipolaire, hein, puisque le président sud-africain accuse Israël de crimes de guerre et de génocide à Gaza, hein, et a même demandé que le Premier ministre israélien fasse l'objet d'un mandat de la Cour pénale internationale. Hein, donc, on est vraiment sur une bascule des mondes. Hein, et autant le mandat de la Cour pénale internationale qui a été lancé sur le président Poutine, ils ont eu du mal à trouver un motif, ils l'ont trouvé à partir des déplacements d'enfants. Autant là, le fait est, c'est que le niveau de destruction et le nombre de morts sur la bande de Gaza est presque une évidence sur le plan des actions qui pourraient être menées sur le plan pénal contre le Premier ministre israélien. Bon, il y aura pas, à mon Alors, avis, il n'y aura pas de suite, hein, de toute manière. Mais eh ben c'est un. oui, mais c'est un sacré problème. C'est un sacré problème parce que l'Afrique du Sud est signataire des différents accords, de l'accord de Rome, sur la CPI. Et c'est la raison pour laquelle, assez habilement d'ailleurs, lorsqu'a eu lieu le sommet des BRICS en Afrique du Sud, le président, après avoir dit non, non, on n'arrêtera pas Poutine, il y avait un mandat d'arrêt lancé par le parquet de la CPI contre Poutine, on ne l'arrêtera pas parce qu'il aura une immunité diplomatique, mais ils se sont rendus compte que c'était d'abord techniquement un petit peu difficile, hein, et qu'il valait mieux dire, voilà, nous, on applique les règles de la CPI puisqu'on est signataire. La CPI nous est opposable. Elle n'est pas opposable à Israël qui n'a pas signé, elle n'est pas opposable à la Russie qui n'a pas signé, et pas non plus aux États-Unis qui non seulement n'ont pas signé, mais ont dit, mais si vous arrêtez un gars de chez nous, on vous envoie l'armée pour le libérer. Bon, très bien, mais le problème, c'est que le mandat d'arrêt contre Poutine est bien évidemment
et puis quand on voit la personnalité de celui qui l'a envoyé, les conditions dans lesquelles ça s'est passé, le mandat d'arrêt est une opération occidentale, de communication occidentale, et pas autre chose. Concernant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par Israël, il n'y a pas de discussion. Il y a eu des décisions de l'ONU qui le reconnaissent, mais on va quand même rappeler que ce qui se passe en Cisjordanie, c'est-à-dire les déplacements de population pour les remplacer par une autre, ça s'appelle de l'épuration ethnique, eh bien, c'est un crime contre l'humanité, pas seulement un crime de guerre. Il y a un président de la République française qui a dit que la riposte israélienne prenait les formes de crimes de guerre, ce qui est parfaitement évident. Les bombardements indiscriminés, quand vous avez le ministre de la Défense qui dit nous allons détruire ces animaux humains, et le président de la République qui vient dire il n'y a pas de civils innocents à Gaza, ce sont autant de crimes de guerre. Donc le fait que l'Afrique du Sud, qui a été respectueuse, elle, de la CPI, qui a revendiqué d'ailleurs son appartenance au système, demande ce mandat d'arrêt est plus qu'une évidence. Et le fait que la CPI ne bouge pas la disqualifie pour toujours, c'est terminé. Je pense que là, plus personne ne va considérer que ça a la moindre importance. Alors, je ne sais pas si ceux qui président à sa destinée, ceux qui l'organisent, ceux qui travaillent vont bouger. Je ne le pense pas, je suis de ton avis, je ne le pense pas. Mais voilà un élément de l'ordre international, enfin une institution qui va être détruite du fait du comportement de l'Occident. Je rappelle au passage aussi que pendant ce temps-là, concernant le conflit en Ukraine, la Russie, en s'appuyant sur d'autres pays et en faisant venir d'autres pays, d'autres magistrats, pas seulement des Russes, la Russie est en train de créer un tribunal international pour juger les crimes de la guerre russo-ukrainienne. Ça va être intéressant. Parce qu'on va voir émerger une autre institution. Alors, bien évidemment, elle sera pro-russe, c'est tout à fait clair, c'est eux qui sont à l'initiative. Mais voilà, c'est ce que tu décris du changement que l'on n'a pas vu depuis 100 ans, comme disait Xi Jinping, qui est en train de se dérouler. Alors maintenant, si on s'intéresse au centre de gravité des belligérants directs, donc d'un côté Israël et de l'autre côté les groupes armés représentés par le Hamas qui les a coalisés, le soutien occidental, il est en train d'être, on va dire, modéré, avec des pays qui, très honnêtement, appellent à un cessez-le-feu, dont la France fait partie, mais d'autres pays, par exemple, l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, comme l'Allemagne et d'autres pays qui, en fait, s'opposent à cette notion de cessez-le-feu. Alors, quand je parle de cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu, non pas sur 5 jours, mais quasiment définitif. Jusqu'à un règlement politique. Ensuite, l'économie du pays, quand même, en Israël, bon, c'est une économie qui est quand même assez solide, puisque c'est un pays qui a beaucoup de trésorerie. Il est assez comparable sur ce plan-là à la Russie. Donc, ils ont la capacité à financer le fait qu'ils aient 300 000 réservistes qui aient quitté les entreprises pour rejoindre les rangs de l'armée. Mais on est quand même dans un système économique qui va forcément souffrir. Les pertes en combattants, pour l'instant, israéliennes sont assez modérées par rapport à ce type d'opération en milieu urbain. Et la stabilité de la Cisjordanie, par contre, c'est un sujet à part entière. Alors, il y avait eu une poussée de fièvre il y a une semaine. J'ai l'impression que cette semaine, ça a été un peu plus calme. Mais en tout cas, c'est toujours latent. Concernant le Hamas, donc on est sur des centres de gravité qui restent quand même assez sous tension, hormis celui du Sud global, puisque on peut le reconnaître, quand on regarde une carte du monde, tous ces pays qui sont affiliés à ce qu'on appelle le Sud global ou aux BRICS, ou qui sont très modérés sur la guerre en Ukraine, sont plutôt modérés par rapport à la position du Hamas, voire soutiennent la position, en tous les cas, du peuple palestinien dans sa lutte pour avoir accès à un territoire. Et concernant les états finaux recherchés de chacun des belligérants, on voit que d'une certaine manière, la libération des otages qui étaient dans le rouge la semaine dernière, maintenant commence à être entamée. Alors je me pose des questions quand même sur la suite du processus à l'issue de la libération de ces 50 otages, puisque le Hamas, je pense, est très affaibli sur le plan militaire sur la ville de Gaza.
a-t-il des capacités militaires sur le reste de la bande de Gaza? Est-ce qu'il a réussi à exfiltrer des moyens militaires? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments allant dans ce sens. En tous les cas, cette négociation d'otages va peut-être lui permettre de retrouver un petit peu de force, mais je ne crois pas qu'Israël réitérera ce type d'opération, ou alors peut-être de manière ponctuelle. Mais j'ose espérer que non, mais je crois que la libération de l'intégralité des otages ne se fera qu'à la fin de ce conflit, avec une inévitable victoire militaire, je dis bien victoire militaire de l'État d'Israël, et quelle solution politique sera offerte alors à l'issue de cette victoire militaire pour la partie palestinienne. Je voudrais faire une petite observation, une petite réponse, Hervé, à ce que tu as dit sur la mobilisation des réservistes. Hein, c'est pas loin de 360 000 hommes. Pas oublier que c'est un petit pays. Hein, c'est un petit pays, ça constitue une part proportionnelle très importante de la population. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que ça désorganise nécessairement l'économie. Hein, nécessairement l'économie. Alors, j'ai lu différentes interventions sérieuses, hein, disant que ça coûtait 360 millions à l'économie israélienne, 360 millions d'euros par jour. Bon, je ne sais pas, moi, je n'ai pas les compétences pour l'apprécier, mais c'est clair que c'est une situation délicate. Le tourisme, évidemment, n'en parlons pas. Quant aux réservistes eux-mêmes, ce ne sont pas les mêmes générations qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, il y a pas mal d'échos sur des difficultés, sur le fait qu'il y a eu beaucoup de départs. Il y a des textes de loi très répressifs qui viennent d'être pris. On a l'impression un petit peu de retrouver certains éléments de l'Ukraine, parce que tous ces jeunes, je lisais une formule disant qu'ils étaient plus habitués à la vodka citron, tous ces jeunes, qu'au combat. Hein. Ils ont fait leur service militaire, bien sûr, mais après, quand Jacques Sullivan dit dans son article de Foreign Affairs, le Moyen-Orient n'a jamais été aussi calme qu'il l'est maintenant depuis 10 ou 20 ans, il n'avait pas tort. C'est l'explosion du 7 octobre qui a pris tout le monde de court, mais il n'avait pas tort. Et donc, dans la jeunesse israélienne, la question du risque de guerre était très atténuée par rapport à d'autres périodes, et je pense que mettre comme ça, comme ils l'ont fait après 1948, comme ils l'ont fait en 56, comme ils l'ont fait en 67, comme ils l'ont fait surtout en 73, hein, quand ils ont été menacés, ils ont eu un risque existentiel avec l'offensive du Kippour. Je pense que cette disposition et cette mobilisation sont plus les mêmes aujourd'hui. Alors moi, je veux dire deux choses par rapport à ce que tu as dit. D'abord, c'est qu'on est quand même face à une société qui est militarisée, la société israélienne, avec les mâles, les hommes qui font 3 ans de service militaire et puis les filles 2 ans. Que lorsqu'ils font leur service militaire, ils sont dans les unités d'active et qu'ils sont évidemment ils étaient comme ceux qui étaient en surveillance sur la bande de Gaza, mais ils sont surtout engagés en fait sur la Cisjordanie pour faire du maintien de l'ordre. Quand je dis du maintien de l'ordre, c'est bien souvent de la contre-insurrection, mais également à la frontière libanaise, où quoi qu'on en dise, même si ça s'est réveillé, ça ne s'est jamais vraiment éteint, qu'il y a toujours eu des frappes de la part et des morts, hein, du côté des soldats israéliens, de la part du Hezbollah. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les conflits de 67 et 73 sont des conflits de haute intensité contre des armées qui ont de grosses capacités qui sont comparables à l'armée israélienne, donc avec des pertes qui sont importantes, hein, notamment en 73, ils ont eu énormément de pertes, hein, alors que là, on est quand même sur un conflit asymétrique. Hein, et la capacité de feu, hein, et la puissance de l'armée israélienne face à une guérilla, puisque le Hamas, même s'ils ont des milliers de roquettes qu'ils ont pu lancer et des mortiers, ainsi de suite, on est quand même face à une guérilla et qui n'a pas les capacités des armées arabes de 73. Donc, quand on est en conflit asymétrique, en général, on a la capacité à infliger beaucoup plus de pertes à son adversaire que, même en combat direct, que lui-même est capable d'infliger des pertes. Oui, non, mais attention, là, je ne parlais pas de ce rapport de force, c'est une évidence. En plus, il y a les États-Unis derrière. Hein.
Il y a donc une puissance considérable. Mais ce que je voulais dire, ça concerne la société israélienne. Sur ses capacités de mobilisation, elle a beaucoup évolué dans sa structure, dans ses contenus. Hein. Les résultats électoraux en sont la démonstration. Ce ne sont plus les mêmes populations. Il y a véritablement deux Israël, j'ai l'impression. Hein, c'est ce que je crois comprendre. Hein, d'ailleurs, comme l'ont montré ces 6 mois de conflits politiques, c'est à ça que je pensais. C'est-à-dire la cohérence, c'est-à-dire l'unité nationale qui aujourd'hui est réalisée, ça c'est clair, face au traumatisme et à l'humiliation du 7 octobre. Mais le problème, c'est que c'est pas dans le combat que je pose la question. Évidemment, je te suis complètement là-dessus. Guerre asymétrique, de contre-insurrection, c'est plutôt dans la façon dont la population israélienne, dont cette mobilisation est ressentie et déstabilise la société. Je ne veux pas en permanence revenir à ma référence de la guerre d'Algérie, mais une des raisons de la défaite française, parce que la France a perdu, hein, c'est-à-dire que par tous ses gouvernements, toutes ses autorités, elle voulait garder l'Algérie française et il a fallu partir. Eh bien, une des raisons, ça a été le fait que, d'abord, dans la population et puis dans la force militaire. Dans la force militaire, qu'est-ce qui a empêché le coup d'État, la tentative de coup d'État du 22 avril 61 à Alger? C'est le contingent, comme on l'appelait. Hein. Donc voilà, et qui avait lui aussi fait beaucoup d'années de service, il y avait les rappelés, etc. Hein, mais parce que voilà, la société avait changé, évolué, c'était les 30 Glorieuses, et donc voilà. Ouais. Faire une guerre coloniale, non. C'est vrai, mais la guerre d'Algérie, pour les appelés français, n'était pas une guerre existentielle. Alors que là, on est quand même... Non, parfaitement exact, oui. C'est quand même fort, et je pense que c'est existentiel pour les deux peuples, en fait, que ce soit pour les Palestiniens et pour le peuple d'Israël, pour les citoyens israéliens. Alors, si on regarde, en fait, très rapidement les 4 fronts qui peuvent s'allumer ou qui sont en action, évidemment, il y a la bande de Gaza, la Cisjordanie qui a une forte poussée de tension il y a une semaine, mais qui apparemment semble stabiliser, le front intérieur israélien avec une possible réaction des citoyens arabes israéliens, mais il me semble que ça ne se réveillera pas. Je pense qu'on est vraiment sur des citoyens arabes qui sont très, très, très bien intégrés pour la grande majorité à la société israélienne et qui, de toute façon, font de facto la comparaison de leur situation socio-économique et même en termes de droits par rapport à d'autres citoyens arabes de la zone ou même de leurs co-religionnaires qui se trouvent actuellement dans les zones qui sont dirigées par le Fatah ou par le Hamas. Cette comparaison, bien sûr, vaut avant les événements du 7 octobre. Et ensuite, la frontière libanaise où le Hezbollah a accru ses opérations de bombardement, mais on est quasiment sur de la gesticulation du type de « attention, je vais m'énerver, retenez-moi, je m'énerve un peu plus, mais en fait, je me retiens moi-même. » Ça n'ira pas plus loin. Non. Comment? Bah oui. Non, je pense que c'est de la gesticulation, c'est du spectacle, mais politique, avec des objectifs politiques, mais je pense que du côté du monde arabe, alors on dit les Arabes sont passifs, les musulmans sont passifs, alors dans le monde musulman, hein, critique beaucoup la réunion de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, je pense que non, je pense que c'est beaucoup plus stratégique, les opposants, les adversaires et les ennemis d'Israël n'ont aucune envie pour l'instant que le front nord s'allume, surtout pas. Parce que là, je veux dire, d'abord, ça ferait dégénérer le conflit, et donc, et là même de l'autre côté occidental, on n'en a aucune envie, et du côté du reste du monde non plus. De toute façon, le seul en fait, la légitimité du Hezbollah d'être toujours en guerre avec Israël, au-delà dans leur charte de la libération, bien sûr, de Jérusalem, hein, dans l'objectif de créer un État fédéral, mais non pas un État sioniste avec un État côté palestinien, c'est les fermes de Sheba, qui est encore un territoire libanais occupé par l'armée israélienne. Donc, c'est le seul fondement militaire et politique de cette conflictualité avec Israël actuellement.
Alors, si on regarde les opérations sur la bande de Gaza, donc Israël et Tsahal a commencé à pénétrer au nord de la ville de Gaza, donc dans les quartiers de Jabalia et Beth Laïa. Donc, une opération sur le plan du combat urbain, même s'il y a la pause, donc il va y avoir la pause pendant 4 ou 5 jours, là, qui, lorsqu'elle va recommencer, sera probablement peut-être plus compliquée que ce qui a eu lieu jusqu'à présent, puisque la configuration de cette zone urbaine est beaucoup plus dense et beaucoup plus compliquée dans ses cheminements et dans ses infrastructures. Ensuite, il est évident qu'il y aura sauf veto des États-Unis, les phases qui amèneront à traiter la partie centrale de la bande de Gaza pour terminer sur la partie la plus proche de la frontière égyptienne. Concernant les forces du Hamas, alors elles avaient été évaluées à 20 000 et 30 000. Moi, je me pose de plus en plus de questions sur ces chiffres qui ont été donnés par les Israéliens d'ailleurs. Puisque quand je regarde le niveau de résistance, alors même si on est sur des groupes de guérilla, et qui font des embuscades et qui tout de suite, après avoir frappé et tiré, s'exfiltrent, je suis quand même étonné d'une certaine manière de cette lutte sporadique qui ne reflète pas un si grand nombre de combattants. Je pense qu'on pourrait être plutôt sur 10 000 combattants que sur 20 000 combattants et 10 000 répartis sur l'ensemble du territoire avec environ 5 000 combattants en ce moment sur Gaza et guère plus. La problématique, bien sûr, de la population palestinienne va devenir de plus en plus cruciale, au-delà des 15 000 morts et des nombreux blessés, traitement de ces blessés. Hein. Mais ça va être le soutien sanitaire de cette population et également sur le plan politique, la pression qu'elle va créer sur la frontière égyptienne. Alors l'armée égyptienne est déployée à la frontière pour éviter des exfiltrations des combattants du Hamas et pour évidemment éviter l'envahissement de l'Égypte par cette population qui va être soumise à une forte pression. Alors, je vais passer une petite vidéo qui est assez intéressante parce qu'elle montre le système de combat des Israéliens, de l'armée israélienne. Hein. Donc, ils ont commencé à pénétrer sur ces quartiers qui sont beaucoup plus denses. Hein. Là, on voit très bien la manière dont les bulldozers sont passés pour créer des axes complètement sécurisés et comment eux, ils progressent à partir d'un bâti qui est pour la plupart réduit. Et vous voyez que les chars sont toujours en avant, puisque contrairement à d'autres armées, comme par exemple l'armée russe ou l'armée ukrainienne, l'infanterie israélienne n'a pas de véhicules de combat d'infanterie. Ils ont des véhicules de transport de troupes qui sont extrêmement blindés, hein, qui sont dérivés soit des châssis des Merkava, soit des châssis ex-soviétiques capturés aux armées arabes lors des précédents conflits et qu'ils ont rétrofité pour en faire des véhicules de transport de troupes très très blindés. Ils n'ont pas la capacité, comme les Russes à Mariupol, d'avancer et de faire accompagner l'infanterie par ces véhicules de combat d'infanterie. Et le choix qu'ils ont fait, c'est pour bien sûr limiter les pertes de l'infanterie, et ce qui explique en partie d'ailleurs le faible nombre de morts qu'ils ont depuis le début, c'est qu'ils ont fait le choix de laisser les blindés devant. Donc les blindés, c'est les chars Merkava, alors qui parfois se font bien sûr tirer par les combattants palestiniens à très courte portée. Même on voit certains combattants extrêmement courageux qui vont même poser des charges sur les Merkava, puisque vous comprenez bien qu'un char tout seul dans un milieu urbain, il est complètement aveugle. Et les Israéliens comptent énormément sur la survivabilité qui est offerte par le blindage important des Merkava. C'est-à-dire que le Merkava, c'est un des chars les plus blindés qui existent au monde, voire le plus blindé, et qui a la plus grosse survivabilité pour son équipage. C'est qu'un char détruit, le compartiment où se situe l'équipage a de très fortes chances d'en réchapper. Hein. Lors du dernier conflit en 2006 contre le Hezbollah, où vous avez eu énormément de pertes, hein, par rapport au nombre de chars touchés, c'est-à-dire des Merkava touchés, donc il y avait que 10% des Merkava qui étaient complètement détruits et le nombre d'équipages blessés ou morts était très très faible. Donc ils jouent énormément là-dessus, ils préfèrent avoir des Merkava endommagés et que avoir des fantassins morts ou gravement blessés. Donc ils font ce choix-là. Et bien sûr, ils utilisent leur
leurs bulldozers blindés et qui travaillent de concert avec les chars, et ensuite l'infanterie arrive pour contrôler la zone et faire des investigations. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la partie du conflit en Israël? Non, non, non. Alors, pour en revenir à cet engagement de l'infanterie, c'est pour ça que faire des comparaisons avec des batailles urbaines comme Mossoul ou Fallujah, c'est toujours, historiquement, c'est intéressant, mais sur le plan opérationnel, chaque situation est une nouvelle situation à part entière. Il suffit de regarder d'ailleurs justement le conflit en Ukraine, la bataille de Bakhmout ou la bataille de Mariupol. Ce sont des batailles qui sont différentes dans un milieu urbain pour plein de raisons, et la bataille actuellement d'Avdiivka est également une bataille qui est différente. Alors, on va commencer par les centres de gravité. Alors, les centres de gravité côté russe qui avaient été enfin, il y avait 2 centres de gravité qui avaient été mis sous pression par la partie ukrainienne. C'était la souveraineté sur la Crimée, dans la mesure où ils avaient la capacité à frapper. Ils avaient frappé au moyen de drones et de missiles, notamment des Scalp et des Storm Shadow, et également l'utilisation des drones navals pour gêner le trafic des navires militaires en mer Noire et les attaquer dans leur port de relâche. Donc, très nettement, cette semaine, une baisse de pression. Hein, il y a eu cette semaine uniquement une attaque de drone sur la presqu'île de Crimée qui a été déjouée par la défense antiaérienne russe, et une attaque de drone naval qui a également été déjouée par les Russes. Donc, les drones navals ont été détruits, et puis certains même ont rebroussé chemin. Donc, le fait que les drones navals aient rebroussé chemin, d'ailleurs, ça laisse entendre qu'il y a peut-être une pénurie de moyens dans ce domaine-là pour les Ukrainiens, ce qui explique en partie la baisse de pression. Et également, de même, on remarquera qu'il n'y a pas eu de tir de missiles sur la presqu'île de Crimée, ce qui laisse entendre également une baisse de moyens. Alors, à suivre, bien sûr, hein, puisque chaque fois, il faut suivre cela avec prudence. En tout cas, la baisse de pression est nette. Concernant les centres de gravité ukrainiens, très clairement, là, on arrive sur une période très difficile pour l'Ukraine et son armée. Peut-être que l'on est passé sur une phase de bascule stratégique à plein d'égards, pour des raisons endogènes au conflit, hein, et endogènes aux belligérants ukrainiens, que ce soit la volonté de se battre après quasiment 2 ans de conflit, les effectifs mobilisables et mobilisés. Il y a vraiment une très très forte tension de l'armée ukrainienne sur sa ressource humaine qui est actuellement dans les rangs, mais celle qui pourrait venir relever celle qui est dans les rangs. Les infrastructures énergétiques et industrielles qui sont, à mon avis, très, très endommagées. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a très, très peu de frappes, même si les frappes russes continuent, qu'il y a très, très peu de frappes actuellement sur l'Ukraine, parce que celles qui ont été faites ont été efficaces, et que contrairement à la plupart des analystes des plateaux télé, lorsqu'il y a eu une baisse de frappe, c'est peut-être pas parce qu'il y a un manque de munitions, mais tout simplement parce que les Russes considèrent que les cibles ont été traitées, en fait. Ensuite, le territoire, bien sûr, suite à l'offensive qui a été un échec, eh bien, il y a cette tension qui se fait sur le territoire, surtout que globalement, les Russes sont plutôt passés à l'offensive là, depuis 1 mois, et l'appui occidental qui devient de plus en plus problématique, dans la mesure où même s'il y a une volonté, il n'y a plus les moyens matériels, les moyens en munitions, et que si les États-Unis se désengagent à la faveur du conflit en Palestine, quand je dis à la faveur, c'est pour soutenir l'armée israélienne, je vois mal l'Union européenne assurer le relais. Alors, de tout ça, on en revient à la conversation que l'on avait sur la CPI, hein, très, très justement, lors de son intervention au G20, le président Poutine a souligné encore une fois cette notion des doubles standards. Et cette notion des doubles standards, elle est terrible entre le conflit en Palestine et le conflit en Ukraine, lorsqu'on analyse les conséquences humanitaires et surtout les conséquences juridiques, pour ce qui le concerne en plus lui, hein, puisqu'il a été mis en examen par la CPI, au regard de ce qui se fait réellement sur le terrain. Et cette analyse des doubles standards, elle porte bien sûr dans les pays autres que ceux qui sont ralliés au clan occidental, mais elle porte également en Occident. Il suffit de regarder les mouvements de foule
ou les manifestations aux États-Unis en soutien à la cause palestinienne, pas en soutien au Hamas, mais en soutien à la cause palestinienne, pour que les Palestiniens puissent retrouver une forme de paix et surtout un avenir politique sur un territoire qui serait considéré comme le leur. Et bien sûr, cette question inévitable maintenant qui commence à se poser et qui est posée par les Occidentaux, même si elle n'est pas posée par les Ukrainiens, puisque je rappelle que le président Zelensky a fait voter un décret lui interdisant de négocier avec la Russie, et notamment le président Poutine. Cette question va finir par se poser, mais quelle va être la réaction des Russes après que le président Poutine ait fait l'objet et fasse toujours l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale? Et ils diront, mais écoutez, vous voulez négocier avec un criminel de guerre? Et voilà, et c'est comme ça que l'on se retrouve confronté à une impasse que l'on a créée soi-même, et en se fermant soi-même les portes de sortie. T'as un truc à dire, Régis? Oui, sur le soutien occidental, on parlera des débats dans la presse, de ce qu'on entend, mais je me pose une question, et je te la pose au passage, un soutien occidental, pour quoi faire? Parce que le constat de la défaite, il est acquis. De la défaite, je veux dire relative peut-être, mais la contre-offensive a échoué, les perspectives sont totalement fermées, il n'y aura pas de reprise du territoire, les différents hommes politiques de l'Occident le savent très bien, donc soutenir, comme le fait par exemple l'Allemagne, hein, qui continue avec Madame Baerbock, hein, à vouloir faire la guerre à tout prix, le soutien occidental, pourquoi faire? Quelle perspective stratégique, quel objectif? Geler le conflit, faire une solution à la coréenne et ensuite sur la partie qui ne serait pas sous contrôle russe, reconstruire, faire adhérer cette partie-là à l'OTAN et à l'Union européenne, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Les Russes ne l'accepteront jamais. Il n'y aura pas de gel de cette guerre, hein. S'il y a une sortie, la sortie, elle sera de toute façon diplomatique. Moi, je la vois assez par une diplomatie qui sera celle voulue par la Russie, qui va imposer ses conditions. Mais lorsqu'on parle de ce soutien, et ça, je pense que ça doit provoquer un certain désarroi, ok, il faut soutenir l'Ukraine. On a d'autres soucis, on a le Proche-Orient, là je pense aux États-Unis, hein, on a la Chine qui est pas loin, donc l'Ukraine, comment est-ce qu'on met fin à ça? La soutenir, pourquoi faire, quoi? C'est un petit peu ça ma question. En fait, on en revient toujours aux intérêts stratégiques. Chaque belligérant a des intérêts stratégiques, directs ou indirects. Le problème, c'est que l'Union européenne et les États européens, la France et les autres, ne se sont pas alignés sur leurs intérêts stratégiques. Ils se sont alignés sur les intérêts stratégiques des États-Unis. Or là, il y a forcément divergence, puisque l'intérêt des États européens, c'était que, un, il n'y ait pas de conflit en Ukraine, et que, deux, le conflit, s'il y avait, il soit le plus court possible. Alors, en revenant à l'incohérence et aux intérêts stratégiques de l'Union européenne, qui avait à portée de main cet immense marché russe, hein, notamment, rappelons que pour l'entreprise Renault, le marché russe, c'était son premier marché à l'exportation, donc elle a quitté ce marché, hein, mais l'accès à toutes les matières premières, et notamment à l'énergie à très très bas prix, des contrats sur la longue durée du gaz russe, et je rappelle que pendant les pires heures de la guerre froide, tous les gazoducs qui passent, et qui passent toujours d'ailleurs par l'Ukraine et qui alimentent la Hongrie, hein, parce que monsieur Orban est alimenté par du gaz russe, il a demandé à continuer à être alimenté par du gaz russe qui passe par gazoduc, et par dérogation, ça lui a été accordé. Mais si vous regardez la géographie entre la Hongrie et la Russie, par où passe le gaz? Le gaz qui est fourni à la Hongrie, il passe par l'Ukraine, ce qui veut dire que l'Ukraine reçoit des subsides de la Russie
dans le cadre du contrat, un droit de passage, puisque la Hongrie continue à être alimentée en gazole. Vous voyez toute l'absurdité encore de ces sanctions et l'incohérence également du positionnement parfois des belligérants, même des belligérants directs entre la Russie et puis l'Ukraine, et que les affaires continuent. Alors, concernant le gaz russe, eh bien, l'Europe continue à acheter du gaz russe, mais du gaz russe cher, voire très cher, puisque c'est du gaz liquéfié, hein, qui arrive par bateau. Et l'Union européenne, c'est le plus gros acheteur du gaz liquéfié russe au cours des 9 premiers mois de 2023. Hein, et donc un gaz russe très cher qui obéit à des logiques de marché dont le prix n'est jamais fixé, alors que les contrats que l'on avait sur le gaz russe passant par les gazoducs, c'était des contrats de gaz à très très bas prix. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient toujours à cette contre-offensive ou offensive ukrainienne. Comment expliquer contrairement à toutes les lois de la guerre et toutes les règles de la guerre, ils aient attaqué comme ça un système défensif qui est un des plus denses depuis Koursk, même d'ailleurs, je pense qu'il est d'un niveau supérieur à celui de Koursk pour plein de raisons, à cause essentiellement des nouvelles technologies qui sont apportées et qui permettent de surveiller le champ de bataille. Comment les forces ukrainiennes ont attaqué un tel système défensif dans la trouée de Zaporizhzhia. Eh bien, il y a une des réponses, c'est très probablement c'est l'intoxication, l'arrogance et puis une forme de mépris par rapport à l'adversaire, avec une très mauvaise analyse de ce qui s'était passé sur Kharkiv, sur le secteur de Kharkiv en septembre 2022, lorsqu'ils avaient avancé, mais avancé face à un espace complètement lacunaire et face à des forces russes dont la première des problématiques, c'était le faible effectif. Donc là, je me pose très honnêtement d'une opération d'intoxication des Russes, hein, de manière à pousser les Ukrainiens à attaquer dans cette zone-là. C'est-à-dire que ce que tu qualifiais, parmi les premiers d'ailleurs, d'auto-intoxication, en disant, voilà, ils se sont enivrés d'informations fausses, ils ont cru à leur propagande. Ça, c'est complètement, c'est vraiment complètement invraisemblable. Et maintenant, on voit dans la presse, y compris de la part des Ukrainiens, une reconnaissance de cette intoxication. Et on entend même un Pujadas venir dire, est-ce qu'on s'est trompé, hein, est-ce qu'on n'a pas dit n'importe quoi? Si, monsieur, vous avez dit tout le temps n'importe quoi, mais ce qui est assez sidérant, c'est qu'ils ont fini par croire à leur connerie, quoi. Moi, ça me... Oui, mais moi je pense que c'est même au-delà. Je pense que ça a été alimenté par la partie russe, tout ça. Oui, pardon. C'est ça aussi que je voulais dire. C'est probablement une maskirovska où les Russes ont non seulement laissé dire, mais ils ont alimenté. Oui, de manière à ce qu'ils rentrent justement dans cette forme de piège qui avait été tendue. Et les dissensions au sein de l'appareil politique ukrainien entre les militaires et les dirigeants politiques, notamment Zelensky, datent, à mon avis, de cette époque-là. Elle date de la bataille de Bakhmout, où les militaires ukrainiens voulaient se retirer. Ensuite, de la bataille de Zaporizhzhia, où les militaires ukrainiens, très rapidement, ont vu que ça ne passait pas et que ça ne passerait pas, et je pense qu'ils ont voulu arrêter. Et de la bataille d'Advitka, en ce moment, où je pense qu'il y a beaucoup de militaires ukrainiens qui pensent qu'il vaut mieux se retirer que rester dans une situation, de toute façon, qui est scellée, hein. Quoi qu'on en dise, cette bataille va se terminer par une victoire des Russes. En fait, c'est les ex-séparatistes, hein, qui sont autour de la ville de Bakhmout et qui connaissent très bien la situation. Et il y a cette différence d'analyse, hein, qui a fait l'objet justement de l'article dans lequel Jalloudi s'est exprimé. Alors, donc, voilà. Oui. Juste une petite observation, on a eu droit à tout, hein. On a eu Bruno Le Maire, on va mettre l'économie russe à genoux, on a eu Madame von der Leyen, qui sont des gens de très haut niveau en Occident, dans des pays importants, qui est venue, elle, c'est pas un pays, c'est une union politique, qui est venue dire qu'il fallait démonter les machines à laver pour prendre les puces. Il y a les journalistes qui ont parlé de combattants qui ne pouvaient plus charger qu'avec des pelles.
un président de la République qui était interpellé, française, qui était interpellé par quelqu'un, là, il était en face, qui disait, mais attendez, l'économie russe, elle a l'air d'aller bien. Oui, effectivement, l'économie russe va bien, c'est un pays autosuffisant et industrialisé. Bon, ça va être un peu compliqué d'obtenir que l'Ukraine le batte. Et Macron répondant, c'est qui est-ce qui dit ça, hein? Ce sont les organismes, que l'économie russe va bien, ce sont les organismes d'études russes. Alors le gars ne sait pas quoi répondre. Et non, monsieur le président, c'est le FMI qui dit ça. Et c'est la Banque mondiale qui dit ça, qui sont des organismes occidentaux. Eh bien, tous ces gens, commencés par Macron, sont toujours en place. Personne n'a bougé. Pujadas est toujours là, von der Leyen est toujours là, Bruno Le Maire est toujours là. Et ça, je trouve que c'est un symptôme désastreux. Désastreux. On va et tu parlais des mesures qu'on a prises, par exemple sur l'énergie, mais c'est de la folie. Maintenant, je veux dire, on l'a dit, on se tire des balles dans le pied, on fait n'importe. Mais là, c'est gravissime. C'est gravissime où ces gens-là nous ont emmenés. Et après, on s'étonne qu'un Geert Wilders gagne aux Pays-Bas. Enfin, c'est une situation institutionnelle et politique dramatique. Pour mon pays, dramatique. Je suis désolé. Hein. On a un bloc élitaire vermoulu, stupide, qu'il est temps, mais rapidement, de faire partir avant de l'envoyer en prison. Ça, ce serait une autre étape. Cette semaine, sur une des chaînes ukrainiennes, le porte-parole du commandement des forces terrestres ukrainiennes disait « Nous devons clairement comprendre que nous ne sommes pas opposés à des mendiants ou à une armée de sans-abri. » Alors, il faut se faire référer à tout ce qu'on a entendu sur les plateaux TV chez nous. Hein. Il s'agit d'une armée bien entraînée avec beaucoup de ressources. Voilà. Mais c'est le cas depuis quasiment le début, hein, cette situation-là. Hein. Et je dirais même que c'était le cas au début, mais comme ils sont montés en puissance, les Russes, et que malheureusement pour eux, les Ukrainiens ont subi des pertes aussi bien matérielles, humaines, et avec également une baisse de l'appui occidental qui s'était beaucoup avancée par rapport à ce qu'ils étaient capables de donner aux Ukrainiens, eh bien cette situation est encore devenue plus dramatique pour le camp ukrainien. Et quand on regarde maintenant la situation des ressources humaines qui sont disponibles en Ukraine pour mener la guerre, c'est dramatique. Hein. Il y a 650 000 Ukrainiens qui, aptes au service, hein, qui ont fui l'Union européenne. Bon, j'ouvrais une petite parenthèse presque privée. Mon ami, dernièrement, a fait refaire sa cuisine chez elle. Donc, une entreprise polonaise, enfin une entreprise, c'est un Polonais qui, tu sais, les fameuses le plombier polonais. Voilà. Et un des ouvriers, c'était un Ukrainien qui avait 30 ans. Donc, immobilisable. Hein. Mais évidemment. Donc, toujours dans cet ordre d'idée, hein, on considère que les tentatives de fuite hein, de ceux qui ne sont pas encore partis, hein, depuis le début de la guerre, c'est environ 20 000 hommes qui tentent de partir, hein, qui ont quitté l'Ukraine, et environ 20 000 qui tentent de partir et qui se font arrêter à la frontière. Hein, on est quand même sur cette volonté de partir, hein, de certaines classes d'âge. Alors, rappelons que l'Ukraine a fermé ses frontières, puisqu'il y a des situations de mobilisation qui sont patentes dans le territoire, mais que la Russie, par contre, comme elle fait appel à des ressources humaines ou de mobilisation partielle, comme à la fin de l'année 2022, mais ou à des volontaires, comme avec les 360 000 volontaires qui ont été recrutés. Quand je dis 360 000, avec eux, on ne sait jamais. Hein, je pense qu'il vaut mieux toujours rajouter quelques centaines de milliers. Les frontières de la Russie ne sont pas fermées. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart de ceux qui étaient partis, de peur d'être mobilisés fin 2022, sont revenus ou en train de revenir. Également, conséquence de cette dette en ressources humaines, c'est une surmobilisation maintenant des femmes. Alors, les femmes ont toujours été présentes dans l'armée ukrainienne, mais pas dans des postes de combattantes directes. Maintenant, on commence à voir des femmes dans les tranchées qui sont ou en situation de combat, comme la vidéo qu'on avait montrée la dernière fois, voir les soldats russes qui découvrent des femmes qu'ils ont tuées, hein, tout simplement, hein, en tirant, et ils arrivent dans la tranchée et ils voient que ce sont des femmes qui tiennent la tranchée. Également, sur le plan de l'artillerie,
ce déficit qu'avaient les forces russes au départ par rapport aux pièces occidentales de type 52 calibre, ils sont en train de le combler avec de nouveaux matériels comme le 2S35, qui est typiquement un canon de 52 calibre. Alors avec deux formats, il y a un format sur chenille, donc plus tout terrain, et puis un format à haute mobilité sur camion, un petit peu sur le modèle du César, sachant que les Russes avaient déjà des canons comme ça, avaient déjà fait des études de canons comme ça sur camion. L'intérêt du canon sur camion, c'est qu'évidemment, il est moins tout terrain, mais en termes de mobilité stratégique et opérative, il est beaucoup plus rapide à déplacer. Alors, on en revient également au sujet que l'on a abordé concernant les pertes russes, les morts, hein, je parle bien des morts dans ce conflit, tout corps d'armée confondu. Il faut aller sur le site Mediazona, hein, qui toutes les semaines met à jour les pertes des forces russes. Hein, on est à peu près à 35 000 de mémoire. Hein. Alors évidemment, ce sont les pertes qu'ils ont vraiment certifiées, c'est fait de manière très rigoureuse. On peut considérer qu'il peut y avoir une marge d'erreur et qu'on aille par exemple sur 37 000, 40 ou 50 000. En tous les cas, on est très très loin des... Alors, il n'y a pas de source bien sûr ukrainienne qui surveille de la même manière. On est très très loin du déficit en ressources humaines des forces ukrainiennes. Une petite vidéo qui est intéressante, hein, qui montre un véhicule d'origine turque qui est embourbé. Alors, c'était avant qu'il y ait le gel hein, sur le front, puisque l'hiver, contrairement à l'hiver dernier, arrive très rapidement et semble être un hiver précoce et froid, hein, puisqu'il y a la neige et c'est déjà gelé. Mais avant qu'il y ait la neige et que ça soit gelé, on voit toute cette problématique des véhicules blindés à roues. Et quand je dis à roues, ça dépend du type de roulement que vous avez. Si vous avez 8 roues, vous êtes quand même moins handicapé qu'avec 4 roues qui sont engagés et qui sont engagés sur des terrains qui ne sont pas forcément appropriés à leur capacité. Bon, là, c'est la dépanneuse, hein, là, quand c'est comme ça. Ah À oui, condition que la dépanneuse ne s'embourbe pas non plus, quoi. Alors concernant, on en revient toujours à ces évaluations qui ont été le fait des experts sur les plateaux télé. Il y a eu différents discours. Les Ukrainiens vont percer la première ligne, après ils vont aller sur Tokmak. Ensuite, l'artillerie ukrainienne est en train de détruire l'artillerie russe dans la contre-batterie. En fait, la réalité, c'est que même sur le plan de l'artillerie, maintenant l'artillerie ukrainienne est en déficit de pièces et de munitions, et surtout de munitions, à tel point que les artilleurs de la 47e brigade mécanisée qui sont engagés sur la ville d'Advitka, durant l'été, sur l'offensive sur Zaporizhzhia, ils avaient 150 coups à tirer par jour, ils en ont plus que 15 par pièce à tirer par jour. Alors 150 coups par pièce à tirer par jour, maintenant ils sont à 15 coups à tirer par jour, par pièce. Comment voulez-vous qu'une armée, même en défensive, et même si la défensive, normalement, fait que on a plutôt tendance à engendrer plus de pertes à l'attaquant que l'attaquant peut en générer, comment voulez-vous qu'une armée en défensive qui a un tel déficit d'appui-feu puisse avoir un effet énorme sur les pertes de l'adversaire, même si les Russes sont obligés de sortir de leurs abris pour monter à l'assaut? Alors, très rapidement, ça c'est une image qui montre la dernière attaque sur la presqu'île de Crimée. Hein, ça a eu lieu en fin de semaine, hein, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc vraiment une attaque anecdotique qui n'a rien à voir avec le niveau de pression qui avait été celui sur ce front maritime durant les mois d'été, notamment au mois d'août et en septembre et jusqu'en octobre. Alors, très intéressant, une vidéo encore qui montre les tranchées ukrainiennes de la 47e brigade mécanisée sur le front d'Advitka, sachant que cette brigade mécanisée, c'est celle qui est formée notamment et dont l'infanterie est armée par des Bradley. Ils ont des Bradley, dont des véhicules de combat d'infanterie, des véhicules de combat d'infanterie américains. Cette 47e brigade mécanisée qui a été extrêmement étriée sur le front de Zaporizhzhia a été réengagée et il semblerait
qu'il y ait une cannibalisation interne qui a été mise en œuvre, c'est-à-dire que les unités de soutien et d'appui, comme les compagnies anti-chars ou les unités logistiques, ont été transformées en unités d'infanterie ou sont venues recompléter les unités d'infanterie de manière à pouvoir occuper les tranchées. Et c'est comme cela que dans cette tranchée, il y a une femme. Donc, il faut imaginer quand même le niveau des combats et le niveau de tension qu'il peut y avoir pour ces combattants. Alors, comme dit tout à l'heure, les troupes qui sont engagées sur la bataille d'Advika sont avant tout des ex-milices des RPD qui sont devenus des unités de l'armée russe, et avec beaucoup d'anciens mineurs. Et ces anciens mineurs, comme ici, parfois produisent des sapes, un peu comme pendant la guerre de 14, il y avait cette sape qui allait sous la tranchée ennemie, on mettait de l'explosif et on la faisait sauter. Et là, sur cette photo, on voit une sape qui explose, pardon, cette vidéo qui explose sous une position fortifiée, donc une tranchée ukrainienne, et ensuite on voit les forces de la RPD qui sont essentiellement pour l'infanterie constituées d'anciens mineurs du Donbass qui passent à l'assaut de ce qui reste des combattants ukrainiens après cette explosion. Je crois qu'ils avaient mis 500 kilos d'explosifs, hein, d'après les renseignements. Oui, c'est ça, 500 kilos d'explosifs. Voilà, donc un assaut. Alors, vous voyez, il n'y a pas de vague d'assaut à Vinay, hein, comme on en parle sur les plateaux télé. Hein. Les combattants, de part et d'autre, ne font pas n'importe quoi. Hein. Ils agissent de la manière la plus judicieuse possible par rapport aux risques qu'ils prennent et avec la volonté, évidemment, d'atteindre le résultat tactique en évitant d'y laisser la vie. Toujours, c'est incroyable les images que l'on peut avoir maintenant par les drones. Hein. C'est quand même. Il n'y a pas de vague d'assaut, ça ne tient pas la route, les vagues d'assaut. Ça tient la route que quand c'est le sergent Servant, ton ami le sergent Servant. Le servant Garcia. Servant Garcia, oui. Oui, et également, lorsqu'on parle de contre-batterie, hein, cette fameuse contre-batterie ukrainienne, le drone Lancet, hein, qui est vraiment une plaie pour l'armée ukrainienne, hein, et qui a une longue portée, puisqu'il peut aller jusqu'à 70 km en arrière du front, enfin, par rapport à la position à laquelle il a été lancé. Hein, donc, ce n'est pas forcément à 70 km en arrière de la ligne de front, mais au moins 30 ou 40 km. Il est capable d'aller frapper les pièces d'artillerie longue portée occidentale. Donc, cette notion de contre-batterie efficace lorsque vous avez un déficit de renseignement, vous avez un déficit en munitions, et que votre adversaire, en plus, a des munitions rôdeuses qui font que vos pièces d'artillerie sont ciblées, ça ne tient pas la route. Alors maintenant, on va arriver au front terrestre et à la situation tactique des fronts terrestres. Donc sur la ville de Donetsk, au sud, les Russes auraient avancé sur Marinka, et il serait possible qu'ils saisissent la ville d'ici la fin de l'année. Alors, on en parle très peu parce qu'ils avaient déjà engagé les combats sur Marinka. Et sur cette bataille d'Advika, il est clair qu'on arrive peut-être sur l'un des dénouements. Je pense que d'ici un mois, d'ici 4 semaines, les Russes pourraient avoir saisi cette ville. Cette vidéo, d'ailleurs, montre de manière assez intéressante la progression des Russes, hein, et notamment sur cette zone industrielle-là et sur cette partie-là. Voilà. Alors, ils sont au-delà maintenant. Hein. Ils sont là maintenant. Voilà. Donc, la ligne logistique principale pour les Ukrainiens, c'est cette route bitumée. Les Russes ont commencé à faire des combats à l'intérieur de la coquerie qui se trouve au nord et également à l'intérieur de la petite zone industrielle qui se trouve ici.
sur le front de Kupiansk, il y a toujours une pression sur Sinkivka. Hein, les Russes ne sont pas encore maîtres de cette ville, mais les Russes, pour l'instant, se concentrent, à mon avis, sur Advitka. Sur le reste du front, sur Krinky, donc cette petite tête de pont ukrainienne qui est frappée continuellement par l'artillerie russe, par les bombes planantes russes et surtout par les systèmes TOS, tu sais, c'est les systèmes thermobariques hein, qui créent en fait des boules de feu. Hein. Donc c'est une opération presque suicidaire, hein, puisqu'ils se trouvent dos au Dniepr. Alors je pense que leur objectif tactique, c'était d'atteindre la M14, ce qui pouvait paraître au moins concevable hein, sur le plan tactique, mais très très difficile. Et je pense que là, ils sont en train de perdre d'excellentes troupes, notamment, je crois que c'est la 35e brigade d'infanterie de marine qui est engagée sur cette opération-là. Encore des combattants très courageux, mais qui sont gaspillés, très honnêtement, ils sont gaspillés sur cette opération-là. Alors que très, très honnêtement, moi, je me pose toujours la question de la centrale d'Erner-Godard. Et je pense, alors évidemment, je peux me tromper, hein, je pense que les Américains, depuis que l'AIEA est présente à l'intérieur et que les Américains ne veulent surtout pas d'un incident nucléaire dans cette zone-là, ont donné des consignes aux Ukrainiens d'arrêter les frais dans ce domaine-là. Parce que je ne vois pas pourquoi eux, ils sont engagés là, alors qu'ils pourraient très bien s'engager là, tu vois. Ouais. Alors, il y a toujours cette question de la propagande et de la communication. C'est que j'ai vu que la presse française, enfin les médias qui sont les plus en pointe hein, sur le soutien à l'Ukraine, c'est bien évidemment LCI, faisait des gorges chaudes sur cette bataille de Krinky. Qui, effectivement, en l'absence de couverture aérienne, avec une infériorité drastique sur le plan de l'artillerie, est une impasse. Mais non, on nous l'a présenté, et en général, la presse écrite relaye. J'ai vu dans Ouest France, hein, qui est un des journaux les plus mobilisés sur le soutien à l'Ukraine, ou Le Point, reprendre ce que racontait LCI. C'est pour continuer à réclamer un soutien occidental, un soutien européen, en disant mais si, regardez, on a une tête de pont, on va percer, on va aller à Tokmak. Ça, on le lit hein, chez les Amourski, chez les Titelman, mais bon, malheureusement, c'est un sacrifice inutile. Heureusement qu'il y a quelques généraux quand même qui ont les pieds sur terre et certains qui ont réatterri aussi, hein, parce qu'il y avait le journaliste d'LCI qui disait oui, s'ils arrivent à percer, ils vont arriver en Crimée. Mais ils se rendent compte de ce qui. Là, ce sont des fantassins à pied là qu'il y a là. Hein. Ils passent par petits bateaux. Donc, honnêtement, d'abord, il faudrait qu'ils fassent un franchissement en force amphibie avec des moyens et qu'ils ne se fassent pas frapper par l'artillerie. Et pourquoi ils arrivent à passer là, russes? Parce que justement, ils utilisent des petits bateaux et que ces petits bateaux ne constituent pas des cibles suffisamment intéressantes pour qu'ils soient frappés pendant la traversée du Dniepr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, oui. Par contre, une fois qu'ils sont regroupés, là, ils deviennent des cibles qui sont suffisamment intéressantes pour être frappées. Et si ils tentaient un franchissement d'assaut avec des moyens amphibies ou ils mettaient en place un ponton, bon, imaginez, un ponton, le Dniepr, c'est pas 200 mètres de large, hein, c'est quasiment 1 kilomètre de large, ils seraient forcément frappés par l'artillerie et l'aviation russe. Hein, donc, ils n'ont pas la capacité actuellement de faire franchir des moyens blindés. Et une fois que tu as fait franchir des moyens blindés, après, il faut que la logistique continue. Donc, les flux logistiques, il faut les assurer. Donc, pour l'instant, c'est vraiment une mission qui, à mon avis, est dans l'impasse et ne va aboutir à rien, si ce n'est au massacre inutile de soldats ukrainiens qui auraient pu être engagés ailleurs de manière plus profitable. Donc moi, je pense qu'ils auraient monté une opération sur Energodar, ça aurait beaucoup plus ennuyé les Russes que ce qu'ils font là. Hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais très honnêtement, je pense qu'il y a un veto américain sur cette affaire d'Energodar, qui s'est réglé entre puissances nucléaires d'ailleurs. Alors, maintenant on va parler un petit peu de l'information.
J'ai découvert un journaliste franco-israélien, Julien Bahaloul, qui intervenait sur CNews et qui répondait au général Desportes. Hein, donc, le général Desportes l'a quand même très très bien recadré, hein, notamment sur les notions de résistants et de mode d'action terroriste. Hein, puisqu'on était encore. Alors, je comprends très bien, c'est un franco-israélien, il est sur zone, il, est, il a été confronté à l'émotion de ce qui s'est passé le 7 octobre. Là, bon, là, maintenant, on est le 20 novembre, il est quand même un journaliste, et on était typiquement dans des discours euh, de propagande. Hein. Maintenant, il y a Anne Niva qui a été remplacée par l'excellente Margot Haddad de LCI, hein, qui est arrivée à Moscou et, qui découvre que, en fait, ben oui, elle peut travailler à Moscou, hein, et elle peut travailler à Moscou, même si la chaîne LCI est hostile au régime en place, hein, et alors que chez nous, par contre, RT a été interdite et que notamment les citoyens russes qui parlent le français peuvent suivre LCI, hein, puisque sans VPN, hein, ce sont des chaînes qui sont toujours accessibles. Ça m'avait été confirmé par Anne-Laure Bonnel, puisqu'elle avait été dernièrement en Russie. Et, bien sûr, tu avais sur ce plateau-là, personne ne s'interroge sur le fait que Liseron Boudoul, hein, qui avait fait en 2022 un reportage sur Mariupol et qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Mariupol, hein, ou la bataille de Mariupol. C'est pas le même livre, bien sûr, que celui qu'a fait Sylvain Ferreira, mais on est sur un livre qui traite de Mariupol et de ce qui s'est passé à Mariupol. Elle avait été interdite d'Ukraine sous peine d'emprisonnement parce qu'elle avait travaillé côté russe. Donc tu vois, hein, toutes ces choses-là sont quand même assez complexes et cette même Liseron Boudoul intervient sur le plateau de LCI, mais c'est normal, de temps en temps, il faut savoir se protéger professionnellement pour expliquer comment le régime autoritaire de Vladimir Poutine muselle la presse. Alors, j'ai pas dit qu'il la muselle pas, hein, la presse en Russie, mais par contre, qu'on ne dise pas que de l'autre côté, en Ukraine, la presse est totalement libre. À commencer par les gens qui sont sur le site Mirot Vorets, hein, le site des ennemis de l'Ukraine. Tu dois y être, toi d'ailleurs. Je sais pas. Non, pas sûr, pas sûr. Je vais te chercher. Oui, oui, va me chercher. Ça sera un grand honneur pour toi. Ah bah tu penses. J'ai regardé, en fait, c'est vrai que même elle n'y est pas, parce que j'ai cherché son nom, puisque le site, il est accessible. Alors, il y a une version en anglais, mais il n'est pas très bien traduit, donc souvent, tu es obligé de... Mais j'ai cherché son nom, je ne l'ai pas trouvé. Bon, peut-être qu'elle y est ou je n'ai pas su chercher. Maintenant, toujours le traitement de l'information lorsqu'elle est défavorable à l'Ukraine, eh bien, c'est en général, bon, Advitka, bon, Bakhmout, c'était pas stratégique. On se demande d'ailleurs pourquoi les Ukrainiens ont cherché à reprendre Bakhmout. Alors, je n'en ai pas parlé tout à l'heure de Bakhmout sur la situation sur le front. Je vais ouvrir une parenthèse, je la fermer très rapidement sur Bakhmout. Les Russes ont repris ce qu'il y avait au sud et au nord de ce qui avait été pris par les Ukrainiens pendant l'été. Et il est possible que, notamment au sud, les Russes cherchent à pénétrer au-delà de Bakhmout, en direction d'autres villes qui se trouvent à l'ouest de Bakhmout. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, en général, le traitement, c'est bien, cette ville n'a pas d'intérêt. Les Russes ont énormément de pertes. Hein, les Russes sont envoyés à l'abattoir, ainsi de suite, par des chefs cruels. Voilà, on est là-dessus. Hein. Et alors, sur Advitka, c'est difficile de dire que ce n'est pas stratégique, donc on est plutôt sur les vagues d'assaut. Les vagues d'assaut qui. Alors, on a des vagues d'assaut où il y a beaucoup de morts, alors que les Ukrainiens n'ont plus que 15 obus par pièce d'artillerie. Et sachant que 70% des pertes, la plupart des morts ou des blessés n'ont pas vu un soldat d'en face. Hein. Ça se fait par artillerie. Le combat au corps à corps, c'est très très rare. Encore une fois, toujours pareil, sur les plateaux de LCI, nos amis experts qui sont en train de retrouver la raison, qu'ils n'auraient dû jamais le perdre. Hein, et donc notamment ton ami Jando, ton ami Jando,
Jean Daumercé, hein, qui sont en train de faire leur chemin de Damas, on pourrait dire. Ils iront pas Exactement. jusque-là. Ils iront pas Non. jusque-là. Mais en tout cas, ils sont en train de redécouvrir les évidences stratégiques qui étaient le fait depuis le départ que l'Ukraine avait des potentialités. Elle avait des potentialités notamment, comme tu l'as dit, de négocier très rapidement en début de conflit, hein, parce qu'il y avait une forme de jeu égal, hein, suite à la victoire défensive des Ukrainiens sur Kiev et aux avancées des Russes au sud, dans la région de Kherson. Il y avait les capacités à ce moment-là, notamment à Istanbul, de négocier dans des conditions qui étaient équitables, notamment pour l'Ukraine. Là, on est sur un scénario qui n'a plus rien à voir. Et j'en arrive même à m'interroger sur la volonté réelle des Russes de négocier. On verra Aujourd'hui, ça. Hein. Ah oui, aujourd'hui, non, aujourd'hui. Ouais. non, 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 ils ne veulent pas négocier. Alors, maintenant, toujours pareil, je vous conseille également de suivre pour ceux qui sont sur Twitter, Tribune Populaire, que tu connais, hein. Oui, 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 c'est un ami. Et donc, c'est toujours intéressant. Bon, il y a un petit côté provocateur, mais c'est vrai que quand on regarde cette conférence débat avec Galia Ackerman, Philippe Delara, Rudi Reichstag et Elie Guchert, je pense que là, on a les 4 cavaliers de l'apocalypse de la propagande. Ça doit être passionnant, hein, surtout avec Galia Ackerman, hein, qui nous a Oui, annoncé la pauvre. que Poutine était mort de source sûre il y a un mois, hein, quand même. Oui, 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 elle est totalement. Bon, elle est sénile, mais elle a une fin de vie un peu triste parce que tout ce qu'elle prévoyait, tout ce qu'elle souhaitait, tout ça se casse la figure. Donc, elle n'est pas la seule dans ce cas-là, d'ailleurs. Hein. Ouais, Devient une pathologie. Dans les maladies mentales, tous les ans, je sais qu'il y a eu, je sais pas, il y a une liste des maladies mentales qui est publiée, officialisée, et donc qui augmente tous les ans. Et je pense que la catastrophe occidentale va bientôt générer je vais dire une affection ouais. psychiatrique particulière qui sera Alors, nommée comme telle. elle, on la connaît, hein, on la voit radoter de temps en temps sur les plateaux télé, quand même. Alors, lui, il est quand même, il est mis en examen ou pas, lui Non, non, Gaspard. ah oui, Non. oh, non, non, il ne sera pas mis en examen. C'est un petit agent américain dans un premier temps. C'est ensuite un des détourneurs d'argent public dans l'affaire du fonds Marianne. C'est-à-dire que l'affaire du fonds Marianne, c'est très simple. Alors bon, je l'ai décortiqué, on ne va pas le refaire ici. Hein, Mm. la dimension juridique, c'est infraction à tous les étages. Mais l'objectif était de donner de l'argent à des gens qui sont là pour soi-disant lutter contre le complotisme et la désinformation, mais sont en fait des agents du pouvoir en place. Hein, américains d'abord et français ensuite. Donc voilà, c'est un petit escroc et je pèse mes mots en le disant. C'est qu'il a sur son site, il disait vous pouvez me financer, je ne perçois aucun financement public, etc. C'était faux. Ça s'appelle une escroquerie. Hein, alors il a retiré, hein, parce que Mm. ça a été pointé sur les réseaux, mais le parquet ne bougera pas. Hein, nos chers magistrats ont autre chose à faire. Alors, lui, je ne le connais pas, par contre, Philippe Delara. Et Non lui, plus. par contre, il a écrit un bouquin sur l'ingérence russe en France. Alors, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, hein, mais quand on regarde le vrai souci en France en termes d'ingérence, c'est un, les États-Unis, deux, le Qatar, et trois, après, on pourrait chercher. Et moi, en trois, je mettrais plutôt la Chine, tu vois. Oui, 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 je suis d'accord avec cette hiérarchie. Ne pas sous-estimer le désintérêt qui n'est pas si récent que ça, le désintérêt des Russes pour les Français qui se nourrit beaucoup de déceptions. Hmm. Donc voilà, ils ne nous respectent plus, on ne les intéresse plus. Les Chinois ne sont pas du tout dans cette approche. D'abord, ils n'ont pas la même vision de ce que doit être la stratégie et par conséquent, ce sont des acteurs. Ils Ils ont, ont... en parallèle de ce que font les Américains, ils ont eux aussi des young leaders. Hein. Oui, bien sûr. Ils ont un système de young leaders. Il n'y a pas de young leader russe. Bien Bon, sûr, en fait, ils ont un système d'influence qui est très comparable à celui des Américains, même s'il est plus récent. Et puis, ils ont l'excellent Jean-Pierre Raffarin, quand même. oui, ils ont Jean-Pierre Très, Raffarin. très Et puis agissant. alors, ils ont des communautés chinoises à l'étranger qui sont discrètes
Ouais, très organisés. ouais. Hein, donc, c'est comme ça qu'ils ont récupéré de mes ancêtres, enfin non, des héritiers de mes ancêtres aveyronnais, tous les réseaux des brasseries et des troquets parisiens, hein, ce qui est assez extraordinaire. Bon, et dans tous les pays du monde, il y a une communauté chinoise qui est quasiment systématiquement tournée vers le commerce, hein, et qui constitue des formes d'agents dormants. Alors, Mm. c'est pas de l'espionnage, ce sont simplement des gens qui sont d'abord chinois, quoi, même Bien s'ils ont sûr, des bien forces sûr, françaises. bien sûr. C'est assez étonnant. Hein, enfin, c'est comme ça. Les Chinois, comme les Russes, hein, du fait de l'origine de la Révolution française, sont quand même assez francophiles, hein. Euh, Ouais. Au sein de l'appareil, les Russes sont très déçus, bien sûr, depuis nos prises de position à l'occasion de ce conflit. Mais quand je parle du conflit, je parle pas de celui de 2022, 2014. Hein, même s'il y a eu des résurgences avant avec Sarkozy, qui avait quand même une vision, même s'il a fait des bêtises en Libye, une vision assez équilibrée de ce qui se passait à l'est de l'Europe. Mais les Chinois, notamment au sein de l'appareil communiste chinois, les gens sont très francophiles parce qu'il ne faut pas oublier que les deux premiers hymnes nationaux en Russie et en Chine, c'était en fait sur l'air de la Marseillaise. Non, non, non. En Russie, c'était l'international. C'est Et sûr? c'est sûr et certain. Oui, bon. Je suis, Oui, c'est je vrai. suis Ah oui. incollable sur ce qu'a fait mon Excuse-moi, camarade excuse-moi. Staline. Ben Hein. oui, ben, excuse-moi. C'est un plénum du comité central de T'as début raison. février Ouais. 1944 qui a pris l'hymne de, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est celui qui a aussi composé la guerre sacrée et l'hymne soviétique qui est ensuite devenu l'hymne russe sur décision de Oui, tu as Poutine, raison. qui est Ouais. absolument magnifique. Mais en revanche, dans les révolutions dans la Révolution chinoise, la Marseillaise a été très utilisée, Oui, très exactement. utilisée. C'est ça. Oui. Voilà. Mais bon, ils ont eu leur hymne. Alors, ils ne sont pas passés par la voie de l'international, je crois pas. Oh, ils doivent la Mais connaître quand la même. différence aujourd'hui entre l'opinion chinoise et l'opinion russe par rapport à la France, c'est que la Russie est un peu résignée par rapport à la France, alors que la Chine, pas du tout. La Chine continue à être francophile et souhaite que les choses se passent bien. Cela étant, bon, la Chine n'est pas en guerre avec une prise de position comme celle qui a été la position française. On est en compétition, allez. Ah, Alors, elle est elle, excellente. Isabelle Lasserre, je la trouve excellente, hein. Et il y a une vidéo qui est en train de ressortir d'il y a un peu plus d'un an, où sur un plateau, elle expliquait que c'était, globalement, hein, je schématise, elle expliquait que c'était très bien les destructions en Ukraine, parce que comme ça, on pourrait tout reconstruire à neuf. C'est fort. C'est dramatique parce que Le Figaro était un des derniers quotidiens à avoir une vraie rubrique internationale structurée. Hein. Ils avaient gardé dans pas mal d'endroits des correspondants permanents, ce que Le Monde avait avant, puisqu'il a, sur injonction d'Alain Minck, supprimé en disant bah, il suffit de prendre un avion, puis quand il y a quelque chose dans un endroit du monde, bravo. Et donc, et Le Figaro, là, maintenant, il y a cet emblème, mais elle est catastrophique. Oui. Elle est catastrophique. En plus, Je veux dire, elle a son rond de serviette sur LCI, donc on la ouais. voit souvent, mais c'est à pleurer, hein, c'est à pleurer. mais elle est vaillante dans la bêtise. C'est extraordinaire, quoi. Elle Ah est oui. là, ah oui, Et, elle veut convaincre alors qu'elle n'aligne que des imbécilités. Non, non, c'est dramatique. Mais je comprends pas comment. Enfin, moi, j'ai des copains au Figaro. La prochaine fois que j'en croise un, je vais lui dire, mais comment tu supportes, quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Et puis, il va ricaner, hein. oui, il va Bon. ricaner, oui, parce que là, il y a une vidéo, la TV Figaro, elle est pas mal, hein, cette télé Ouais, ouais. Figaro, en ligne. Et donc, évidemment, en ce moment, c'est le grand, tu sais, ça me rappelle toujours ce que tu dis, toi, c'est à la fin de la foire qu'on commence à compter les Contre bouses, les bouses. contre les bouses. Mais là, la foire, elle est dramatique. Quand je parle de la guerre, elle n'est pas terminée, mais les bouses, elles commencent à sortir. Et Oula. ça sent franchement la merde, hein. Je me dire.
Parce Ah que ben là, surtout qu'avec les réseaux, ah on oui, retrouve tout. C'est pas qu'on ouais, garde tout, c'est qu'on retrouve tout. on retrouve tout, et puis il y a des choses qui sont. Ah, il y a des choses qui peuvent être nettoyées quand même, tu vas avoir du mal à les trouver, mais en tous les cas, on retrouve tout. Et là, c'est une vidéo où tu as Michel Goya qui intervient, après il y a elle, et elle est excellente. Elle croit encore que les 60 F-16 qui vont arriver, ça va être un game changer. Ah Mais ben oui. comment on peut dire et s'enfermer dans. On en revient à ce que je te disais, les gens, ils sont dans l'attente du miracle. Est-ce que c'est un signe du miracle qui va arriver? Parce que la situation des Ukrainiens, il n'y avait qu'un miracle qui pouvait l'inverser, en fait, ou un Oui. renversement, une révolution en Russie, ainsi de suite. Quelque chose qui était vraiment imprévisible. Le seul moment où ils avaient la capacité d'être en situation favorable, c'était au mois de mars 2022 quand ils ont négocié, et là où Boris Johnson est intervenu pour leur dire non, vous négociez pas, on va vous soutenir. Et à partir de là, c'était terminé parce que les jeux étaient joués parce que la Russie, comme dit Eric Dénessé, c'est une guerre qu'elle ne peut pas perdre et les Ukrainiens, c'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Voilà. Mais sur Isabelle Lasserre qui dit ah les F-16 game changer, 60 F-16, etc. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un avion de chasse aujourd'hui? Un F-16 avec l'avionique qui va avec. Est-ce que tu sais dans quelle langue? Est-ce que tu sais qu'il faut 4 ans pour apprendre à piloter un F-16 minimum, hein? Est-ce que tu sais que la première défense antiaérienne du monde, c'est la russe, hein? Est-ce que tu sais que si ça ne vient pas, les F-16 ne viennent pas en appui de quelque chose, ne viennent pas dans un combat interarmes, ça ne servira strictement à rien dans 4 ans, dans 5 ans, hein? Parce que en plus, les pilotes ukrainiens qui seraient formés, il faudrait qu'ils apprennent l'anglais, hein? Pas oublier. Il faut qu'ils apprennent à piloter, mais Oui, d'abord, il faut oui, voilà, et puis qu'ils on est deviennent sur. bilingues. Non, mais Oui, alors attendez. après, il y a toute une problématique qui a été d'ailleurs très très bien analysée par un pilote de Rafale avec sa chaîne ATE Chouette, là, que je conseille d'ailleurs aux gens de regarder, hein. D'abord, il y a ça, il y a ensuite tout l'environnement qui est lié, l'environnement technique, hein, les mécaniciens, donc une dizaine d'hommes, on va dire, à peu près dizaine de spécialistes, à peu près presque par avion. Ensuite, il y a les pistes, puisque les pistes que nécessitent les F-16 ne sont pas les pistes que les avions Ah oui, ex-soviétiques j'ai oublié acceptent, ça aussi. hein. Et donc, on est vraiment sur un environnement qui est complexe. Mais tu vois, pour rester sur cette pauvre Isabelle Lasserre, c'est aussi la fainéantise. Moi, je connais bien le monde de la presse, hein, je ne travaille pas. C'est pas la peine, hein. J'ai fait une vague école de formation des journalistes. J'ai même pas un niveau en fait en réalité bac+2, hein, et je sais tout. Ben non, tu sais pas tout. Il faut travailler, il faut lire, il faut te renseigner, faut passer des coups de fil, faut dire bon voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer telle chose, telle chose? Non, il y aura des F-16, je l'ai lu chez le voisin, ça me suffit, hein? Et puis Xavier m'a dit, Xavier m'a dit, c'est Xavier, pas Moreau, hein, l'autre. oui, ah oui, d'accord. Non mais et cette fainéantise, moi me surprend toujours. Enfin voilà. Bon, pauvre Isabelle Lasserre. Bon, Mais donc, le pire, c'est qu'une fois que ce sera passé, que la démonstration aura été faite de sa nullité, elle sera toujours là. non, mais le pire, c'est que on a sous-estimé la Russie, mais qui c'est on? C'est vous. On, c'est comme on dit, on est un Ben oui, con, tu sais. On. Non, oui. mais il faut dire, il y a Michel Goya, pareil, quand à partir du moment où il est sorti de l'analyse pour rentrer dans le militantisme, il a dit des énormités. Il a dit des énormités, hein. Et les journalistes derrière ont dit des énormités. Le sergent euh, Servant Garcia. Servant Garcia, pardon, Servant Garcia, pareil. Alors lui, mais il fait ça avec une grande assurance. Je trouve qu'il a de la prestance, hein, et une prestance dans les absurdités qu'il dit, en fait. C'est ça. C'est important, ça, la prestance. Tu dis une grosse connerie avec énormément de prestance, ça passe quand même plus facilement que si tu hésites, hein, avec assurance. Donc, cette vidéo du Figaro était liée à cet article d'Isabelle Lasserre, l'Ukraine face au spectre de la défaite militaire. Sachant qu'il y a un an, elle parlait des Russes comme une armée de va-nu-pieds, qui avait plus de munitions, plus rien, qui était commandée par des abrutis et qui étaient sous dans les tranchées et incapables de faire quoi que ce soit. Super.
Alors également sur les réseaux sociaux, il y a une chaîne que je suis, moi, que je suivais, moi c'est Stevius, c'est une chaîne qui s'intéresse à l'histoire militaire. Il a fait de très très bonnes analyses en vidéo de conflits, hein, de conflits antiques, mais de conflits récents, par exemple la guerre entre le Vietnam et puis la Chine, ou les conflits en Éthiopie. Donc c'est un prof d'histoire qui fait des choses très intéressantes. Bon, la différence, c'est que dès qu'il a commencé à traiter du conflit ukrainien, il est devenu militant. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Eh tout de oui. suite, ça devient gênant, hein. Et forcément, à partir de là, le traitement du conflit ukrainien a été un peu on va dire, beaucoup plus discutables que ceux d'avant. Alors, parce qu'il n'a pas non plus de formation militaire, donc si tu veux, il s'est laissé un petit peu également intoxiquer par des spécialistes comme Xavier Titelman et d'autres, tu vois, bon, voilà, qui sont des militants et qui disent aussi des énormités. Donc, en tous les cas, il s'est un petit peu affolé ou énervé sur l'élection de Javier Milei en Argentine et en prenant le biais des dictateurs, hein, et il comprenait pas comment son travail de prof d'histoire allait pouvoir durer avec tout ce qu'il expliquait à ses élèves. Alors les dictateurs, tu vois, as Jean-Luc Mélenchon même dans les dictateurs. Bon, j'ai du mal Oui, à j'ai comprendre. vu ça, Ah, j'ai vu ça. bon, tu vois Non, un mais peu tout, hein. surtout, Milei, je veux dire, on a eu Bolsonaro, on a eu, comment est-ce qu'il s'appelle aux Philippines, le taré mental là, qui faisait Ouais. tuer tous les. Bon, ben, il a fait Non. son mandat, Mais, il est parti. mais surtout, si tu veux, ce concept de démocratie, là, c'est un espèce de mot magique. On parlait de miracle tout à l'heure, mais là, on est dans le mot magique. Mais la démocratie, globalement, en Afrique, avec le phénomène des ethnies, le résultat est catastrophique, hein, puisque c'est la dictature de la majorité, hein, dans- au sein de pays qui abritent plusieurs nations, hein. Donc, c'est un système qui aurait mérité d'être étudié et adapté à ces pays-là, un petit peu comme sur un modèle peut-être à la Suisse, hein, tu vois, un exemple. Donc, on a cherché à calquer comme ça des organisations. Ensuite, lorsqu'on parle à un Russe de démocratie, la seule référence qu'il va avoir, c'est l'ère Eltsine des années 90. Donc, une des pires périodes de la Russie, hein. Et comment veux-tu que... Mais bien sûr que le régime russe actuel n'est pas un régime démocratique au sens où on l'entend nous, hein. Et même Ouais, chez enfin, le nôtre n'est pas oui, terrible non voilà. plus, hein. Voilà, il y aurait beaucoup, Libéral. et il y Non, aurait mais beaucoup. je pense, si tu veux, qu'il y a un problème. On parlait de la pensée magique il y a quelques instants. Il y a également dans l'appréhension de ce qui est en train de se passer maintenant depuis l'intervention russe en Ukraine, c'est un petit peu un élément de panique sous-jacente face à l'Occident qui est en train de se casser la figure. Et ça provoque de l'angoisse, de l'inquiétude. Moi, j'ai des amis que je connais bien, des intellectuels, qui sont un peu paniqués, hein. C'est existentiel un petit peu. On appartient à ce monde-là. On est occidentaux, ce que je suis, hein, mais ce monde est en train de s'en aller. Or, j'y avais mes habitudes, j'en suis issu, j'y ai une place qui est conforme à la haute idée que je me fais de moi-même. Donc, qu'est-ce que c'est que ce monde qui est en train d'émerger, auquel d'abord je ne comprends pas grand-chose parce que je ne m'y suis pas vraiment intéressé, toujours avec mon sentiment de supériorité occidentale, hein, mais si, alors que je suis supérieur et que ce système est supérieur, il est en train de partir en morceaux, c'est un petit peu angoissant. Et je pense qu'il y a cette anxiété-là aussi qui existe et qui amène celui-là en particulier, quoi. Il fait de l'histoire, il était relativement objectif, et puis tout d'un coup, le monde change trop vite, et là, il a peur. Oui, il y a ça, et puis aussi une explication qui passe par l'histoire, mais qui ne s'intéresse pas à l'anthropologie, ni à la géographie des Bien pays, sûr, ni à la géopolitique, tu vois. bien Et ça sûr. manque. De même, quand on dit Israël, c'est une démocratie au Moyen-Orient, merci le Liban aussi, tu vois. C'est Ouais. super pour le Liban dire ça, tu vois. Et en plus, quand tu t'intéresses à la situation des droits, de la situation des droits de l'homme en Israël, bien sûr qu'il y a des parties où c'est une démocratie, où c'est un état de droit, mais quand tu es en Cisjordanie, pour le Palestinien, c'est pas un état de droit, hein, c'est clair. Ni pour le colon qui est armé et qui a la capacité à faire quasiment ce qu'il veut, hein. Donc, tu Non, non, vois, mais c'est bon. Il y a, mais
À propos du Proche-Orient, j'ai un ami avec lequel j'avais de longues discussions sur Israël et sur le monde, mais dans lequel était inclus Israël, et qui me disait, oui, mais tu comprends, on est dans un système dominé par les États-Unis, c'était il y a quelques années, ce système-là, il est là pour longtemps. Hein, à nos horizons de vie à nous, il est là pour 50, 60 ans, ben on sera mort hein, si jamais ça bouge, etc. Depuis 1 an et demi, je veux dire, il a changé. Il est très inquiet. Il est israélien. Hein. Il est très inquiet. C'est-à-dire que le sentiment de sécurité qu'il pouvait avoir a volé en éclats. Et il y a le choc du 7 octobre, il y a l'humiliation du 7 octobre, mais ça s'inscrit dans un contexte qui est changeant et qui a changé, où le rapport de force mondial n'est plus le même et où les États-Unis, comme protecteurs, est quand même affaibli. Donc je comprends que les Israéliens, certains Israéliens, soient en panique. Je ne parle pas des messianiques qui voient un effet d'aubaine et qui pensent qu'ils vont pouvoir faire le grand Israël. Parce que si on parle du grand Israël, j'y pensais quand tu exposais la situation sur Gaza. Si ils arrivent à éradiquer le Hamas à Gaza, le Hamas, il est ailleurs, ses dirigeants, il a ses réseaux ailleurs, etc. Mais s'ils arrivaient à quelque chose comme ça, si, je parle des messianiques, hein, qui y voient un épée d'aubaine, ils rasent Gaza en partie, ils réimplantent des Israéliens, c'est-à-dire qu'ils en chassent les Palestiniens, qu'ils arrivent à faire l'épuration ethnique et qu'ils mettent en œuvre la création du Grand Israël, je me dis, mais c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne le permettra pas. Ne le permettra pas, c'est pas au sens moral, je te donne un ordre, non, mais c'est que la mécanique, et on le voit bien ce qui est en cours déjà, en ce qui concerne les BRICS et le rôle de la Chine, le monde tel qu'il a évolué ne le permettra pas, c'est tout. Et les États-Unis n'auront pas les moyens d'accepter d'abord et d'imposer ensuite, et même les moyens internes chez eux, hein, le Grand Israël, qui implique par conséquent d'expulser 10 millions de Palestiniens. C'est pas possible, ça ne se fera pas. Or, il y a des gens qui mènent la politique d'Israël, je pense à Netanyahou, hein, plus ceux qui l'entourent, les Ben-Zvir, les Galland, l'autre là, celui qui voulait qu'on balance une arme nucléaire sur Gaza, qui le pensent complètement, qui disent on va y arriver. C'est impossible, c'est impossible. En tous les cas, ce concept de démocratie, c'est pas un mot magique. Hein. La démocratie en Inde, c'est la plus grande démocratie, mais on imagine très bien, d'ailleurs, d'autant plus avec le gouvernement Modi, que ça se traduit de manière différente du fait déjà que ça soit appliqué à une situation qui est vraiment très très marquée par l'existence des castes, par exemple, chez les hindous. Et ensuite, comme tu l'as dit très justement, quand on parle de démocratie chez nous, il y a eu quand même des lois d'exception qui ont été mise en place contre les Gilets jaunes et une répression très violente de la rébellion des Gilets jaunes. Hein. Et d'ailleurs, la France, à l'époque, a été condamnée au plan international pour cette répression. Ça, c'est pareil, hein, peu de médias en ont parlé. Hein. Non, mais évidemment. Les institutions internationales se sont inquiétées, la presse internationale s'est inquiétée, ils continuent à s'inquiéter d'ailleurs parce qu'il y a eu des textes, il y a un problème concernant la liberté d'expression. Bon, on n'est pas les seuls, hein, malheureusement. Hein, ça, je pense que c'est la crise de l'Occident. Et le modèle de la démocratie libérale représentative, il est en crise, complètement en crise. C'est vrai que c'est un système de domination, ça permet à une structure, une hiérarchisation de la société, mais ça permet une pacification de la guerre civile, hein. C'est parce que c'est ça aussi. Donc, le problème, c'est que ça marche de moins en moins bien. Oui, mais en tous les cas, tu vois, tu as des pays. Moi, je trouve que la constitution américaine, sur le plan de check and balance, est quand même très, très bien faite. Les institutions américaines, je les trouve également très, très bien faites. Après, on peut discuter sur leur fonctionnement. Mais le premier amendement aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui est très important aux États-Unis. Et c'est comme ça que Renaud Pillat
Puis là, s'interroger sur un plateau et sur les réseaux sociaux, de voir des drapeaux palestiniens brandis dans une université aux États-Unis, il disait chez nous, heureusement, ça n'arriverait pas. Ben non, malheureusement, c'est que chez eux, comme il y a le premier amendement qui protège la liberté d'expression, les gens peuvent faire ça et de manière non répréhensible, tu vois. Alors, ah, ben, je sais que tu l'aimes bien, elle. Oh, c'est une blonde d'astreinte, comme je. Non, non, je savais. c'est une Russe d'origine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, 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 Ouais, c'est celle qu'on voit sur les. ouais, Natalia Turin, par moment, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait sur les plateaux? Et puis là, je trouve qu'elle a quand même des points de vue parfois qui sont intéressants, hein. Sur Zelensky qui a fait une interview au Sun en disant il a eu 5 tentatives d'assassinat qui ont été déjouées. Très bien. Ben, moi, ce que je peux constater, c'est que jamais les bâtiments gouvernementaux en Ukraine ont été bombardés. Jamais. Et ce n'est pas le cas du palais présidentiel de Bagdad, hein. Non. Ouais. Et quel intérêt, Non. pour remplacer Zelensky? Aucun. Le général Gomar, qui fait toujours des interventions intéressantes, hein, donner des F-16 avec des pilotes qui vont mettre du temps à être formés, je ne suis pas sûr que ça change tout. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Qu'en termes aimables, ces choses-là sont dites. Ouais. Bon, Ouais. Alors, ah, bon, évidemment, manquait plus que lui. oui, bah lui, c'est sûr. En fait, c'est Gérard Haro qui a intervenu en considérant que la stratégie russe était essentiellement basée sur l'hypothèse de l'élection de Trump. Ben, non, on ne base pas une stratégie comme ça sur un paramètre qui, en fait, en plus, n'est pas sûr de se vérifier. Et ensuite, on connaît, même si Trump est élu, on ne connaîtra pas sa politique, sa géopolitique vis-à-vis du conflit en Ukraine, pas du tout. Hein, la stratégie russe, elle est faite en fonction des paramètres, du fait qu'ils ont conduit une stratégie d'attrition qui commence à porter ses fruits, malheureusement, sur l'État ukrainien et sur les ressources humaines ukrainiennes qui peuvent être affectées aux forces armées ukrainiennes, et que surtout, ils ont des réserves opératives qui n'ont toujours pas été engagées et qui vont monter en puissance avec les volontaires qui sont en cours de formation et qui devraient logiquement arriver sur le front euh, cet hiver, hein, cet hiver ou au printemps. Donc une campagne hivernale qui pourrait s'avérer difficile pour les forces armées ukrainiennes et une campagne printanière également. Mais pourquoi il dit ça, Bernard Arnault? Pourquoi il dit ça? Parce C'est, que c'est... il a, Non, il non, a fait... attends. Ouais, vas-y. Attends, non, 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 c'est plus subtil. Parce que c'est pas un imbécile. Ah ben C'est non. un type qui a pris des positions intéressantes fermement, Ouais. hein, face à Meir Habib, etc. On en a parlé, on l'a dit, on a salué ses interventions. Mais quand Trump est élu, il est ambassadeur de France aux États-Unis. Il fait un communiqué sur Twitter, hein, en dénonçant cette élection. Mais pardon, tu es ambassadeur. C'est un diplomate de professionnel de carrière, de qualité, hein, mais il aurait dû être sanctionné, il aurait dû être rappelé, hein, immédiatement. Bon, il est effectivement de ceux qui ont cette haine rabique, mais qui sont très nombreux, tout le camp démocrate, une haine irrationnelle de Trump. Hein. Qu'on n'aime pas Trump, je comprends tout à fait, mais ça tourne à la pathologie. Et ensuite, hein, il a été de ceux qui ont soutenu, intellectuellement s'entend, hein, tout le complot visant à dire ce sont les Russes qui sont intervenus et qui ont permis l'élection de Trump. Hein. Il y a eu des mécanismes aux États-Unis qui ont débunké ce soi-disant complot mené par le FBI, hein, faut le rappeler. Il y a quelques sanctions qui ont été prises et d'autres qui vont l'être, mais son aversion pour Trump, hein, lui plombe le jugement, hein, et il revient à cette hypothèse. Hein, si Trump est élu, il anticipe, si Trump est élu, ce sera parce que les Russes l'ont voulu. Mais outre que c'est débile, parce que les Russes, l'un ou l'autre, ils savent très bien à qui ils ont affaire, hein, c'est d'une certaine façon,
il perd son objectivité et il montre que là aussi, dans son anti-Trumpiste, il est militant. C'est assez étonnant. C'est Ouais, assez oui, ben, étonnant. on a tous nos failles hein, sur le plan des opinions. Alors, je sais que tu n'apprécies pas trop Idriss Aberkan. Hein. Bon, moi, de temps en temps, je le regarde parce qu'il y a il interview des personnes qui sont intéressantes. J'ai trouvé que son interview là, de Caroline Galacteros est vraiment très, très bien. Alors, Et attends, j'apprécie pas Idriss Aberkan. Idriss Aberkan a beaucoup de talent. Il a beaucoup de oui, talent. ouais, Simplement, je pense que quelquefois, il s'attribue un sérieux et des connaissances qui ne sont pas ouais. spécifiquement au rendez-vous. Non, Voilà, mais c'est tout ce que je dis. c'est un garçon intelligent Oui, oui. qui sait conceptualiser les choses. Alors parfois il se trompe, c'est là où il se trompe et il s'enferme dans la conceptualisation où il s'est trompé. Mais là j'ai vu hein, les questions qu'il posait à Caroline Galacteros étaient intéressantes. Et par contre, je conseille à tout le monde de regarder l'interview de Caroline Galacteros. Là, elle a beaucoup de temps. Elle a plus de temps que sur TV Liberté où elle avait à peu près 50 minutes. Là, ça dure plus de temps. Et lui, il pose des questions qui sont différentes de celles qu'a posées Elise Blaise, donc c'est intéressant, c'est un bon complément. Et ce matin, surtout, j'ai regardé, alors j'ai pas terminé de le regarder, parce que quand on a commencé l'émission, j'étais presque à la fin, cette excellente intervention de Karine Béchette-Bolovko, là, qui est interviewée par une chaîne que je connaissais pas, ODC TV, là. Je conseille vraiment de regarder cette interview, c'est long. Et Karine Béchette-Bolovko, c'est quelqu'un qui vit en Russie, qui est professeur en Russie, qui a une vision très, très, on va dire, critique du système politique russe et pas une vision décalée comme toutes ces vieilles peaux ou ces vieux ex-soviétologues que l'on a ressortis des placards au moment de la crise en Ukraine, hein, qui sont complètement déconnectés. Et elle parle très bien des forces en puissance au sein de l'appareil russe, des clans, ainsi de suite. Elle revient sur Prigojine et je la trouve assez pertinente maintenant sur Prigojine, son analyse les mois passés et notamment le rôle qu'on voudrait attribuer en Occident à Pavel Prigojine, le fils de Prigojine, en fait, qui est quelqu'un de complètement transparent au sein du système russe, j'allais dire soviétique, du système russe. Hein. Voilà, donc je conseille vraiment de regarder cette interview de Béchette-Bolovko. Là. Elle est pertinente, elle, souvent. Hein. Bon, sur ses blogs, elle est un peu trop, on va dire, radicale par moment. Mais là, sur cette intervention est remarquable. Voilà, ben écoute, moi j'ai terminé là. Bon, eh ben écoute, hop, on va revenir au plein écran pour nous. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on a été assez long, on a bien débattu. On vous souhaite une bonne vision. Pour terminer, je voudrais rappeler que nous faisons probablement l'objet d'un shadow banning actuellement dans la promotion par les algorithmes de notre chaîne YouTube. Hein. Alors, on a besoin que vous soyez présents, que vous deveniez, on a utilisé souvent le terme militant, que vous soyez des militants de notre chaîne YouTube, que vous la partagiez, enfin que vous fassiez tout ce qu'il faut pour la mettre en avant, ça nous aidera. Je pense que cette attitude de YouTube, alors c'est pas de la parano, hein, j'ai vu de baisse de fréquentation, j'ai un petit peu travaillé avec une personne qui suit ça de très près, qui le connaît bien, qui m'a confirmé, on n'est pas censuré, on n'est pas chassé comme d'autres l'ont été, mais on évite aujourd'hui de faire la promotion qui serait due à notre fréquentation, à la montée des abonnements. Donc, on compte sur vous. Je crois que c'est assez important. Et ce d'autant que YouTube bénéficie en réalité d'un monopole. Hein. Rumble ne veut plus être publié en France. Donc, personne ne le regarde en France. Hein. Les taux de fréquentation de Rumble sont minimes. Ce sont ceux qui ont un VPN. Et Odyssey n'est pas au même niveau hein, que YouTube, n'a pas la même puissance d'intervention. Donc voilà, nous comptons sur vous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci bien, au revoir.